consacré au PL métropolitain. Il demande à Madame Vicini de bien vouloir assurer le secrétariat, Madame Castel étant absente, à Madame Guido de bien vouloir faire l'appel. Je demande juste l'autorisation de Madame Vicini. Oui, j'ai vu que vous m'avez abandonné au profit de M. Braquet. Alors, Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné son pouvoir à Janine Planel. Thierry Miez. Thierry Miez. Présent. Merci. Ghislaine Vicini. Présent. Jean-Pierre Frazo. Présent. Ghislaine Ernst. Présent. Monique de Grandy. Présent. Patrick Marx. Jean-Claude Durand. Présent. Daniel Cassoni. Présent. Janine Planel. Présent. Georges Revert. Présent. François Sins. Présent. Namouna Bonnefond. Jean-Louis Morena. Présent. Nathalie Leblond. Michel Bourgogne. Présent. Isabelle Chemin. Présent. Patrice Miraglia a donné son pouvoir à Thierry Miez. Claude Méneveau. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Frédéric Sala. Présent. Alain Daudy. Absent. Ariane Masseglia. Présente. Jean-Luc Lopez. Absent. Absent. Aline Badio. Présente. Et Jean-Claude Intartaglia a donné son pouvoir à Ariane Masseglia. Merci. Donc le conseil municipal est ouvert. Je vous demande si vous avez des remarques sur le procès verbal du jeudi 28 mars. Pas de remarques particulières. Avez-vous des remarques puisqu'il n'y a rien dans le procès verbal? Vous savez très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à moins de 2 voix. 3. Oui, parce qu'il y a le pouvoir d'intervenir. Ben, il n'était pas là au Ok. Fond de concours. Donc la première délibération, de quoi s'agit-il? Non? De quoi s'agit-il? Le fond de concours est une règle instituée à la métropole à cause du Conseil des maires dans le cadre de la charte sur les grands projets. Les communes doivent participer entre 30 et 50% en fonction des projets, du montant des projets, par des fonds de concours. De quoi s'agit-il sur celui-là? Il s'agit de la réalisation de l'encorbellement auprès du moulin de Clérici pour rejoindre les travaux que nous avons déjà effectués dans une première tranche, puis ensuite de préparer une deuxième tranche pour rejoindre le trottoir qui est au vestiaire de foot et aller jusqu'au fond des prés et de la même rejoindre la promenade des prés des deux côtés des prés et l'interconnexion avec le chemin qui par René Pouchol passe à l'arrière de Beauséjour et pour rejoindre, sortir chez Giordano jusqu'à l'endroit où nous les élargirons et nous réaliserons un trottoir entre 1,30 m et 1,40 m en fonction des lieux, 1,30 m où il y a l'abribus, puisqu'on arrive à passer avec l'abribus sans mettre en péril la réduction de la voie, de la dimension de la voie. Cela passe, et nous interrogerons sur mes citoyens, cela passe par la suppression de 13 platanes qui ont été radiographiées, qui ont fait l'objet d'une étude par la métropole, sur lequel les écologues et autres ont donné l'avis favorable, y compris les bâtiments de France. Nous allons poser la question. Maintenant, c'est où il y a un encorbellement au trottoir et on enlève le point noir, ce qui était largement demandé depuis des années à multiples reprises, et c'est la seule solution, puisque le bâti existant est là et qu'on n'allait pas démolir et supprimer les maisons qui sont sur le côté. Donc voilà en quoi consiste. C'était en montant un peu plus de 600 000 €. Donc il y a 2 fonds de concours qui seront, un qui est celui-là de 90 000 € et puis un autre de 90 000 € également en 2020. Voilà, avez-vous des questions? Le dossier technique est bouclé, Jean-Pierre suit ça. Il faut faire des micro-pieux, il faut remonter les murs, il faut régler l'entrée pour aller au vieux moulin et reprendre
le GA5, le vieux pont en bas. C'est un dossier extrêmement complexe qui a fait l'objet de beaucoup d'études, notamment sur cette partie, pas sur la partie haute, mais sur cette partie. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre soutien à ce programme. Et je donne maintenant la parole à M. Frazo pour les deux dossiers qui le concernent. Alors, projet de délibération numéro 2, il s'agit de la vente d'une parcelle d'une surface de 3784 m², composée de 1793 m² en zone UBB, donc qui est une zone constructible, et de 1991 m² en zone N, donc qui est une zone naturelle, donc inconstructible dans le cadre du PLU actuel. L'évaluation de France Domaine du 6 juin 2018 qui était de 320 000 € pour une surface supérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Considérant la volonté de M. et Mme Montabrun qui en fait sont à l'origine de cette demande de se porter acquéreur de cette parcelle toujours après discussion avec M. et Mme Montabrun, ceux-ci sont prêts à acquérir cette parcelle pour le prix de 310 000, donc 10 000 € de moins que l'évaluation du domaine qui était réalisée sur une parcelle qui était de 2000 m² en zone UBB et 2110 m² en zone N, c'est-à-dire 4110. La différence entre la parcelle initiale pour laquelle nous avions eu la négociation et la parcelle actuelle, c'est tout simplement les voiries du haut du chemin du Pré des Cavaliers. Et donc après un bornage amiable auquel a participé de mémoire, puisque j'étais M. Christini, M. Guérin, la famille Montabrun et la commune. Donc en fait, la surface réelle qui leur est cédée est de 3784 et nous avons négocié avec eux donc une baisse de 10 000 €. Je pense que c'est honnête dans les deux sens. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à vendre cette parcelle, donc maintenant qui s'appelle 467B de 3784 m² au prix de 310 000 €, de charger le notaire de la rédaction de l'acte et d'autoriser Monsieur le maire ou moi-même à signer le dit acte. Je peux intervenir? Bien sûr. Pourquoi vous ne passez pas par ce qui a été mis en place par la ville de Nice et par la métropole Je vous réponds pour pouvoir vendre les biens communaux? Laissez-moi finir s'il vous plaît. Pour pouvoir vendre les biens communaux au prix le plus élevé possible, au plus offrant. Et en permettant à tout le monde d'être au courant qu'il y a une vente possible et un achat possible sur la commune. Alors, je vous fais la réponse tout de suite, c'est pour une raison très simple, c'est que ce bien était convoité par monsieur et madame Montabrun qui sont venus au service de l'urbanisme se renseigner sur l'identité du propriétaire et nous sommes aperçus que le propriétaire était un bien vacant sans lettre et que donc derrière ça, je pense qu'il était à partir du moment où à l'origine de ce Attendez, ça me vient vacances sans lettre? Oui, à l'origine, oui. D'accord. Oui. Il y a combien de temps? 3 ans. Un an et demi d'enquête, donc 3 ans. On l'a mis 3 ans. Donc en fait, vous avez des personnes qui vous disent je suis intéressé par ce terrain qui est le propriétaire. On dit c'est monsieur Paul Faro qui n'a pas de famille, on ne sait pas quels sont. Donc il y a eu une enquête complète, il y a eu la publicité qui va avec à ce stade, et derrière ça, donc, le dossier a avancé. Nous avons fait l'acquisition de cette parcelle, et je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées à ce prix-là, je ne vois pas pourquoi nous aurions cédé à partir du moment où le prix correspondait au prix des domaines, nous aurions cédé à quelqu'un d'autre. Alors, je vous ai déjà dit, et c'est aussi la position de la ville de Nice. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans un bien communal, c'est de pouvoir le vendre au plus offrant. C'est l'intérêt des finances de la commune. Laissez-moi vous répondre, madame, je sais, vous êtes parfaite, mais d'abord, ce n'est pas notre métier. C'est pas notre métier. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a été mis en place ce service à la métropole. Me laissez terminer une fois pour toutes. Voilà. Ah, une fois pour toutes. Non, mais c'est ce que vous venez de dire, vous, à M. Frazo, qui vous laisse terminer. Je vous demande de vous taire pour une fois et d'écouter, et puis après, vous aurez tout le temps et tout le loisir de répondre à votre habitude.
ces dossiers d'abord il y a eu plusieurs. Deuxièmement, quand vous permettez de lire Le Bon Coin, la ville de Nice est aujourd'hui dans un débat terrible par le temps et la mobilisation du personnel, et nous en souffrons, puisqu'il y a des personnels de la ville de Nice qui devaient travailler sur, par exemple, le passage et l'expropriation à Sainte-Anne, et bien aujourd'hui ils sont noyés par les quelques demandes, ils ne mettent pas tout sur Le Bon Coin, par exemple, lorsqu'il y a de la promotion, lorsqu'il y a de l'alignement et autres, ce n'est pas sur Le Bon Coin, et ils n'avaient pas fait. C'est pas notre métier, c'est pas notre métier. Je voudrais répondre. On avait publié, Jean-Pierre vous l'a dit, il y avait d'autres offres tout inférieures à celle de Montabrun et à celle des domaines. Voilà, notamment dans ton lotisseur qui est juste à côté. Ce qu'on voulait éviter, de ne pas avoir un mitage et un lotisseur qui aurait eu la possibilité de faire 4 ou 5 lots sur cet espace. Dans le privé, vous pourrez le faire tout aussi bien. Tout à fait, c'est un autre débat, madame. Vous ne pouvez pas à la fois vous plaindre du fait de la constructibilité de l'Auvin, c'est dire on va vendre au plus offrant, parce que le plus offrant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire des surfaces de 450 mètres carrés, il va me faire un lotissement de pratiquement 4, 5, 6 lots, et puis vous allez dire derrière, ah oui, mais le maire il permet. On a un PLU, le PLU il est complètement grévé par la loi Allure, et donc on fait avec, et donc moi j'estime, sachant le devenir du terrain que veut en faire M. Montabrun, j'estime que c'était la bonne chose de lui vendre. Alors, après, il n'y a rien qui m'oblige à le vendre à quelqu'un d'autre. On n'est jamais sûr de ce que non, parce que le permis, de toute façon, si vous dépose demain un lotissement de 4 villas, vous ne pourrez pas le refuser. Absolument. Ah, non. Mais par contre, les autres, je savais ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Moi, ce que je vous dis, alors vous parlez du Bon Coin, il ne s'agit pas du tout du Bon Coin. Hein. Vous avez dit la dernière fois. Non, il n'est pas du tout. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'un service mis en place par la métropole et la ville de Nice, justement avec des gens qui sont directement afférés à ce service. Donc c'est pas du tout Le Bon Coin. C'est des gens qui travaillent sur ça et qui font en sorte que d'abord il y ait une visibilité, une transparence sur les biens à vendre, une visibilité et une transparence sur les acheteurs. C'est-à-dire ce que vous dites là, du coup c'est quelque chose qui peut être visible par tout le monde. Alors que là, en l'occurrence, ce que vous dites, c'est vous qui avez eu un contact avec les uns, avec les autres, mais on ne peut que vous croire sur parole. Pour la saine vie d'une commune, ça me semble, si M. Estrosi lui-même a dit, ça a décidé de faire comme ça, vous n'allez pas dire qu'il est taré et que, ma foi... M. Estrosi est maire de la ville de Nice, il fait ce qu'il veut. Et il est président de la métropole, et c'est un service, oui, mais métropole et commune de Nice, vous mélangez. C'est un service qui est mis en place par la ville de Nice, à disposition de la métropole et de toutes les communes de la métropole. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Vous me parlez du Bon Coin, vous faites semblant de ne pas entendre. Une fois de plus pour vous contredire. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, moi j'ai fait moi. Si vous avez dit, par exemple, sur Le Bon Coin, on ressortira l'enregistrement, vous ne le remettrez pas sur n'importe quoi. Okay. C'est facile, de toute façon, il n'y a pas de compte rendu des conseils municipaux. Moi, simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que journaliste à France 3, j'ai fait un sujet sur ce service en particulier. Donc, je sais de quoi je parle, je sais qu'il existe, je sais qu'il ne s'agit pas du Bon Coin, je sais que c'est des employés intercommunaux qui sont mis en place pour ce service. J'ai pas dit qu'Annie c'était Le Bon Coin, j'ai dit vous avez dit, vous avez qu'à le mettre sur Le Bon Coin lorsqu'on a présenté. Donc après, si ces gens-là sont intéressés par le terrain, c'est très bien. C'est pas pour autant, on est quand même là aussi à un moment donné pour essayer de vendre au plus offrant. Après, évidemment, s'il n'y a pas plus offrant, je trouve ça tout à fait normal de donner la priorité à ces personnes-là. Mais à partir du moment où on met le terrain en vente, en toute transparence... Non, moi je suis pas d'accord avec vous, moi j'ai l'estimation des domaines. À partir du moment où je suis dans l'estimation du domaine, je suis largement, on a baissé de 10 000 euros non, ça ne va pas. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous propose 30 000 euros, 40 000 euros de plus, vous vous en foutez, on n'en a pas besoin, je trouve ça dommage. Voilà. C'est très bien. Alors, de toute façon, vous décidez, vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Mais bon, je vous explique simplement qu'il y a quelque chose qui est mis en place sur la métropole et sur la ville de Nice, qui n'est pas connu pour être une... Mais si j'avais envie d'avoir des quelque chose qui soit particulièrement éloigné de votre façon de décisions de la commune de Nice, j'y appuierai encore. Il y a le masque pour avoir une certaine indépendance. Oui, mais ils m'ont dit eux-mêmes que justement ils étaient tout à fait prêts à travailler avec les gens des différentes communes de la métropole. C'est parfait, mais vous n'êtes pas indépendant, vous faites partie de la métropole. J'en prends note. Et après, on dirait qu'on aborde aussi trop de projets à la métropole. Alors, qui est contre? Je m'abstiens. Qui s'abstient? J'ai réussi, on peut dire. C'est lamentable.
Ça vous fait rire qu'on discute à un moment donné de l'argent de c'est mon propos, c'est la classe. Les insultes, c'est quand même eux. On va insulter, madame. Bien, allez. On provoque les gens. Donc, une abstention, madame Salas, on n'a pas vu votre vote. Pour. Merci, madame Salas. Ah, merci. Merci, parce que... Et oui, merci à tout le monde. Merci bien. Comment bien. Monsieur Froiseau, vous avez la parole. Avant de donner la parole à Jean-Pierre sur la technique, d'abord remercier pour le travail énorme qui a été effectué par le service d'urbanisme, Marie-Line est là ce soir, par Valérie Guido et puis par Jean-Pierre essentiellement et moi-même. Non, je ne me félicite pas, mais pour avoir également traité ce PLU côté métropole dans un groupe de travail de pilotage très restreint pour essayer d'avancer. Ce PLUM est une obligation de la loi, pas une volonté métropolitaine ou quoi, c'est une condition de la loi Nantes et de la loi Elan. L'État est à la manœuvre et le préfet nous a contraints pour qu'on accélère, comme il nous a contraints pour créer l'Office du tourisme métropolitain, qui est dans le cadre de la loi. Et donc, les services de l'État ont été extrêmement actifs, contraignants. Je remercie encore une fois Jean-Pierre des analyses de la pertinence et j'ai l'orgueil de dire que la commune de Levin, c'était un des référents sur beaucoup de sujets et notamment sur toute la partie règlement. Vous avez pu voir le nombre de pages que ça représente. Vous avez pu voir le travail très détaillé. Vous avez pu voir aussi, et Jean-Pierre le détaillera, tous les points que nous avons mis en évidence. Et nous serons, dans le cadre des personnes associées auprès des commissaires enquêteurs, vous avez la liste des remarques que nous avons, que nous déposerons le moment venu. Donc merci Jean-Pierre, merci Valérie, merci Marie-Line et Isabelle Bellé, oui, tout à fait, pour le travail énorme de recherche, de suivi, sur toute la partie réglementaire. On peut pas du tout d'autres incidences et je dois dire que à la grande surprise de l'ensemble des maires de la métropole, les services de l'État qui étudient tous les PPR sur tous les périmètres, qui étaient omniprésents, l'ADREAL, la Haute Autorité Environnementale, qui s'est prononcée in extremis de façon volontaire, nous ont donné l'avis extrêmement dur. Il y a un effort très significatif au niveau de la métropole de réduction, ce qu'appelle monsieur le préfet les fonciers constructibles dormants, et pour lequel on n'a pas eu mot à dire. Les traits ont été tirés et par contre, effectivement, une procédure confirmée par un écrit de monsieur le préfet disant que dès que l'approbation est sur l'établissement de projets particuliers ou quoi, les services de l'État ouvriraient et feraient diligence pour obtenir au cas par cas, Jean-Pierre, des modifications de ce PLUM. Et je peux vous dire que toutes les grandes cités ont déjà préparé leur demande de modification et que nous-mêmes nous y réfléchissons. Voilà, Jean-Pierre, tu as la parole, c'est un dossier très technique. Voilà. Je crois que tout est dit. Bon, on va commencer donc par la présentation du PLUM. Donc vous avez tous, je vous ai fait une copie du PowerPoint de façon à ce que vous puissiez suivre, parce qu'on n'était pas certain d'abord de pouvoir le voir clairement à l'écran. Donc Marie, page suivante, s'il vous plaît. Donc au niveau du... Je vais la faire courte sur ces points-là, parce que ce ne sont pas les plus intéressants et pas ceux qui apportent le plus de débat. Donc en fait, on est à l'heure actuelle sur le planning, on est juste en dessous de carré début 2019 en République, à gauche, etc. Et ça correspond donc à la délibération du conseil, des conseils municipaux ce soir,
Donc on demande l'approbation de l'arrêt du PLU par la métropole. On demande à la fois de valider les modifications que nous avons, que nous demandons au cours de l'enquête publique, modifications sur lesquelles je reviendrai plus tard, parce que vous avez un dossier complet qui concerne ces modifications, et c'est en particulier des erreurs de plumes, des erreurs de cartes. Il y a beaucoup d'erreurs, et puis il y a des points qui n'étaient pas entièrement réglés lors de l'arrêt, qui, je vous le rappelle, date de décembre 2018. Hein? Donc on peut passer. Procédure en cours, je ne reviens pas dessus. Je rappelle à tous les gens qui sont là en tant que ceux du conseil municipal que ces documents vous ont été donnés sur une clé USB il y a 3 semaines aujourd'hui. Et, bon, et ça s'adresse aussi au public présent qui le découvre. Donc la procédure est en cours depuis décembre 2014. Tout ce qui se passe dans la procédure est assez complexe à comprendre. Le plus intéressant, c'était le PADD. Le PADD a fait l'objet des pannes de marine. On continue. Les prochaines étapes, donc à partir d'aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est une enquête publique prévue du 29 avril au 19 juin 2019, c'est-à-dire de l'ordre d'une cinquantaine de jours, pendant laquelle il y aura un commissaire enquêteur qui sera dédié à la commune de Levin, et un commissaire enquêteur qui connaît bien la commune puisqu'il était déjà là lors de la modification numéro 1, c'est-à-dire M. Révinci, parce qu'il s'appelle Ariane. Donc une fois que cette enquête publique est terminée et que les enquêteurs ont un mois, c'est un groupe de 9 commissaires enquêteurs avec un mandataire commun, un responsable, pour nous, c'est bien dommage que ça ne marche pas. Excusez-moi, mais du coup il y a 9 commissaires enquêteurs, il y en a, c'est lesquels à part le Mans, c'est 9 communes concernées alors? Toutes les communes. Il y a 9 commissaires pour 49 communes. C'est-à-dire qu'ils vont se promener un peu partout, c'est ça? Ils ont tous 3, 4, 5 communes, et puis il y a des commissaires pour Nice. D'accord, avec des jours sur certaines communes. Suivant ça, vous avez déjà sur le CD que vous avez mis, vous avez la liste des commissaires, vous avez les heures d'ouverture de toutes les communes, et vous avez les jours de présence du commissaire enquêteur pour toutes les communes. Et vous l'avez vu dans la presse avec les publics. Vous avez vu dans la presse. Je l'ai pas vu sur la télé, ça. J'ai rien rajouté de ce. Je l'ai pas vu parce que justement je me posais la question. Ça a été publié sur Nice Matin déjà à 2 ou 3 reprises. Alors, pour reprendre, Jean-Pierre vous a bien dit, il y a 8 commissaires enquêteurs qui sont dans les communes, et le 9e est celui qui est en charge, qui est le chef d'équipe, qui est mandataire et qui fera la synthèse. Les 8 commissaires enquêteurs, c'est pas évident. Surtout qu'ils ont un mois. Voilà. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le délai très court pour prendre en compte toutes les remarques qui pourront être faites. En fait, c'est le délai légal. De toute façon, on ne peut pas augmenter, quelle que soit l'enquête, le délai des commissaires enquêteurs est de 1 mois. Il faudra bien qu'ils fassent avec. Donc, derrière ça, donc, le groupement de commissaires enquêteurs remet un dossier avec leurs remarques sur l'enquête publique, et une conférence intercommunale, un groupe de travail des maires et un comité de pilotage se réunira pendant l'été pour prendre en compte les modifications qui auront été acceptées par le groupement de commissaires enquêteurs après arbitrage, parce que c'est pas une obligation totale. Tout à fait. Et donc ça va se passer en juillet et en août, et le dossier intégrant les conclusions de la commission d'enquête soumise à l'approbation du conseil métropolitain aura lieu à la fin de l'été. Il est prévu pour l'instant entre le 15 et le 30 septembre 2019, si l'ensemble des communes, les 49 communes, approuvent l'arrêt du PLU métropolitain, parce qu'il suffit qu'il y en ait une
et en lisant les journaux, on peut voir à peu près lesquels, s'il suffit qu'il y en ait une qui vote non pour qu'il y ait un deuxième vote qui soit obligatoirement conclu dans les 2 mois suivant la date de fin de l'approbation par les communes. Je précise, vous êtes c'est pas très clair, vous pouvez on est le 8, on a jusqu'au 12, 13 ou 14, je ne sais plus exactement, pour que chacune des communes délibère et dise oui ou non. 11. La date butoir, c'est le 11. Le 11, voilà. Toutes les communes doivent délibérer ou non le 11. D'accord. Et si donc, s'il y a une seule commune... Il suffit qu'il y ait une seule commune qui ne le fasse pas pour qu'à la majorité des 2 tiers, on soit obligé de revoter. Et donc, à ce moment-là, le vote... Que la métropole. Donc c'est l'arrêt de toutes les communes. C'est toutes les communes qui vont devoir voter comme personne publique. C'est le vote de la métropole. C'est que les votes des conseils métropolitains. C'est-à-dire celui du 21 décembre. C'est ça, on va refaire le vote du 21 décembre. Non, oui. Le 21 décembre, c'est le vote de la métropole. D'accord, donc il y aura un nouveau vote à la métropole. Alors, ça retend toutes les communes. A priori, comme à l'heure actuelle, il y a une commune peut-être, et peut-être au maximum 2, donc de toute façon, c'est qu'un problème de temps. Les communes, a priori, devraient approuver, d'après les informations y compris le 20. Après, quid des problèmes politiques internes, ça c'est autre chose. Ouais, c'est même pas politique là. L'enjeu pour beaucoup de communes, nous on est peu concernés, mais l'enjeu pour beaucoup de communes, et notamment de petites communes de chez nous, ont besoin de ça pour réaliser leurs projets, notamment de construction d'écoles ou de salles des fêtes ou de nouvelles voies d'accès. Parce que les communes qui sont à l'heure actuelle au poste reviendraient au règlement national d'urbanisme très vite, c'est-à-dire fin d'année. Dans le cas, il n'y aurait pas d'approbation du PLU métropolitain. En fait, pour nous, ça ne change rien, parce que nous, on a un PLU récent, on a une modification. Oui, c'est pour ça qu'on avait fait le PLU à l'époque. Tout à fait. Vous avez raison. Mais ça veut dire que le PLU n'est ni modifiable, ni révisable. Il n'y a aucune ouverture pour la consultivité possible, y compris pour les services publics. Donc ça fige complètement. À partir du moment où il y a eu le PLUM arrêté, hein, c'est ça, parce qu'on l'a réglé il n'y a pas longtemps encore le PLUM. Non, mais dans le cas où il y a une commune qui s'oppose, c'est pour ça qu'on relance la difficulté, on peut le faire sans perdre trop de temps, sauf qu'il faut, et Jean-Pierre l'a dit, il faut trouver 9 commissaires enquêteurs qui soient disponibles, il faut que le tribunal administratif les nomme, et donc on s'attend à 2 ou 3 mois de retard. Facilement. Donc cette page-là est intéressante, un document qui s'attache à maintenir les identités de chacune des communes tout en adoptant une vision métropolitaine. Ça a été tout le travail qu'on a eu à faire nous, parce que ça a été très difficile, c'est-à-dire que nous on avait un PLU que l'on considérait abouti avec une modification, donc il roulait tout seul, et le PLU métropolitain vient tout chambouler. Et donc, il a fallu essayer de s'intégrer dans ce PLU métropolitain. Donc, on a eu énormément de négociations avec les services. D'ailleurs, on fait partie des 4-5 communes qui ont négocié avec Carrosse, Saint-Laurent-du-Var, Colomar, Candaille, la Gaule, etc. Ça a été musclé. On réveillait très tard la Gaule. Et on s'est aperçu quand même qu'il y avait pas mal de points, en particulier tout ce qui était, et ça c'est jusqu'au dernier moment, tout ce qui était stationnement, qui était absolument incompatible avec ce que l'on voulait. Et donc, on a négocié la suite, c'est-à-dire un document en évolution, en capacité d'intégrer notamment les demandes complémentaires exprimées par délibération des communes lorsqu'elles ne portent pas atteinte à l'économie générale du pays. Donc là, je précise, c'est-à-dire qu'on a un texte qui a été arrêté en décembre parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et il y avait plein de modifications qu'on avait demandées déjà depuis septembre, octobre, etc., qui ne pouvaient pas rentrer parce que c'est un problème de temps, c'est-à-dire que les moyens humains n'étaient pas extensibles, étant donné qu'il fallait que la métropole connaisse
Les gens de la métropole qui étaient sur le dossier connaissent parfaitement le dossier, donc vous ne pourrez pas aller chercher des bureaux d'études extérieures. Et donc on s'est retrouvé avec des points qui nous satisfaisaient pas. Et dans les négociations, on est arrivé à faire en sorte d'obtenir ceci, c'est-à-dire qu'en tant que personne publique associée, comme toutes les communes de la métropole, donc on met à l'enquête publique et dans la délibération qu'on vous propose ce soir, tous les points que nous souhaitons modifier par rapport au PLU arrêté. C'est-à-dire c'est cette pièce-là, que vous avez dessous, qu'on regardera après. C'est tout ce qu'on a trouvé, erreur, modification, changement d'idée, etc. C'est-à-dire que c'est un document, le PLU est un document évolutif, et même quand on l'aura approuvé, il évoluera dès le lendemain, c'est-à-dire peut-être pas chez nous, mais dans d'autres communes. Et je souhaite bien du courage, ce que j'ai dit tout à l'heure, aux instructeurs, parce qu'ils ne sauront jamais s'ils travaillent avec le dernier ou l'avant-dernier, etc., parce que chaque fois il y en a un qui va demander autre chose. N'est-ce pas, ouais. Et donc, on regardera ce point tout à l'heure, c'est ce document-là, il porte 36 pages, et qui donc fait partie intégrante et le plus important de la libération pour la commune de Reims, puisque c'est là qu'on retrouve les modifications que l'on veut par rapport à la clé, au dossier arrêté que vous avez sur la clé. Et ce document-là, vous avez aussi sur la clé. Ce qui veut dire que les commissaires enquêteurs vont avoir à statuer, et le, comment vous appelez ça, le groupe de travail, là, après, oui. aura à statuer sur les demandes des 49 communes, sur les demandes complémentaires, plus les demandes du public. Tout ça en un mois. Non, en un mois pour les commissaires enquêteurs. Ce sont les commissaires enquêteurs, et derrière les commissaires enquêteurs, on n'aura que la possibilité, dans les groupes de travail, non pas de dire oui, mais éventuellement non, puisque les commissaires enquêteurs auront fait leurs recommandations et on aura les éléments. Donc vous savez, dans l'enquête publique, il y a ce qui est bloquant et ce qui est non bloquant, et on devra trier et mettre en phase les mesures que les commissaires enquêteurs auront accepté de prendre en compte, que ce soit par les personnes associées, notamment que par les problèmes d'énergie. Voilà, vous disiez. Ah bon, excusez-moi. Comment et les problèmes des particuliers. Je reprenais la même chose. Vous reprenez votre PowerPoint, en fait c'était les prochaines étapes, donc l'enquête publique, etc. Avec une conférence intercommunale, un groupe de travail des maires et un comité de pilotage rassemblant tous les maires de la métropole. Donc en fait, à part les maires, qui c'est qu'il y a dans la conférence intercommunale et dans le comité de pilotage? Les maires. Que les maires. Pourquoi on met un groupe de travail des maires, un comité de pilotage rassemblant tous les maires? En fait, c'est les maires. C'est les maires et le bureau d'études de la métropole. Enfin, le bureau d'études interne de la métropole, c'est-à-dire les bureaux de la métropole qui travaillent sur le PLU. Et l'État. Et l'État. L'avis du préfet, vous, avis définitif? Non, c'est la haute autorité environnementale qui aura le dernier mot. La Bréal, donc, c'est ça? Non, au-dessus. La haute autorité environnementale est un des. Le point important, c'est lorsqu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet. Comme ça, on met un peu tout n'importe quoi là-dedans. Non, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire, surtout quand on voit que le projet est sur 49 communes et qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Quoi. Mais bon, ça, la cohérence, elle a essayé d'être. C'est compliqué, hein, sur un territoire. La cohérence a essayé d'être trouvée. Par contre, vous avez raison, quand vous voyez le volume et le nombre de prescriptions qui sont liées à tout le monde, les instructeurs et les professionnels de la construction et urbanisme, avec Jean-Pierre, on a toujours dit, ils vont avoir du travail, hein, parce que oui, le point sur les i, la barre sur les t ou la virgule qui ne va pas, dans un document de 800 pages, on a vite fait de trouver... Vous êtes gentil, il y en a plus que 800 pages. Non, mais c'est 800 pages qui sont... Il y a sur certaines zones de vie, il y en a déjà 480, il y en a à peu près 1500, rien que sur la zone, rien que sur le règlement. Oui, mais après, quand je parle de 800 pages, c'est le tronc commun. Et sur le tronc commun, après, vous avez les 1500 pages, c'est les spécificités dans les différents communes. Le tronc commun, seulement, on a beaucoup de mal à le voir. Hein, mais... Compliqué, je ne peux pas dire. Alors le contenu, vous le connaissez, rapport de présentation, PADD, PDU,
règlement écrit et graphique. Orientation d'aménagement et de programmation, nous, on n'en a pas. Liste des emplacements réservés, j'ai la liste si vous voulez. Mixité sociale, il en reste une, c'est plan du Var côté Var quand on est sur la 202. C'est la seule qui reste, les autres, elles ont été réalisées ou on les a enlevées. Liste des donc études dérogatoires, on n'en a pas. Servitude d'utilité publique, tout le monde les a, PPR, etc. Plan d'expédition au bruit, on n'en a pas. Périmètre d'intervention délimité en application de l'article 113 de 16, je n'ai même pas regardé ce que c'était, regardez-vous si ça vous peut le dire. Périmètre à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, donc nous on a partout un droit de préemption urbain qui est aussi en plus renforcé en zone UAA, UAA et UAB, donc village, rivet, Goumba, zone industrielle de la Goumba, et UBAM les traverses. Et la commune est à la totalité de son périmètre boudin, y compris, on a délibéré il y a 5-6 ans, sur les commerces. Zone d'aménagement concerté, on n'en a pas. Secteur sauvegardé, on a 2 périmètres de monuments historiques, vous les connaissez, un qui est autour de la Madone et l'autre autour de l'église, et des annexes qui sont au périmètre. Périmètre des secteurs dans lesquels le programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé, on n'en a pas. Périmètre des secteurs affectés à un seuil minimal de densité, on n'en a pas. Les annexes du dossier comprennent périmètre de projet urbain partenariat, on n'en a pas. Périmètre à l'intérieur duquel l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation, on n'en a pas. Périmètre des prescriptions d'isolement acoustique, on n'en a pas. Les plans de zone peut-être à faire du arbre, je ne sais pas vérifier. Les plans de zone à risque d'exposition au plomb, les bois ou forêts relevant du régime forestier. Le Périon et les prix. Schéma de réseau d'eau, d'assainissement, des systèmes d'élimination des déchets, tout ça, c'est les schémas, c'est les plans, c'est les règlements de la métropole. Les plans de prévention des risques naturels, ça c'est l'État. Règlement local de publicité en cours d'élaboration, c'est pas parce que c'est pour fin d'année. Il y aura une réglementation au niveau métropolitain. Pour les affichages publicitaires, c'est ça? Ça démarre à peine, c'était ça. Discussion, on commençait à 15 jours, à peine on a fait août sur le PLUM, on va partir là-dessus. Autre annexe, c'est pas obligatoire aussi, commune par commune, la responsabilité du maire reste intégrale dans le cadre du pouvoir de police. Mais Jean-Pierre a prononcé le mot, alors là on aura peu d'incidence et de travail, mais c'est le même document que le PLUM avec un cadre public. C'est un travail énorme. Alors, est-ce que je peux... Vous continuez, hein, je peux me permettre de faire les pauses. Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans tout ça. C'est le plan départemental, le PDU, plan départemental de... Non, plan déplacement urbain. Voilà, chaque fois c'est plan D, PD, plan de déplacement urbain. C'est quelque chose jusqu'à présent qui a toujours été voté à part. Là, il est donc sur lequel on a pu débattre, sur lequel on a pu réfléchir longuement. Là, c'est quelque chose qu'on découvre au hasard du plan local d'urbanisme métropolitain. Pas au hasard, parce que... je dis au hasard parce que moi j'ai eu des documents cet été qui ne correspondent pas du tout à ce qui a été voté par la métropole au mois de décembre. Donc il y a des choses qui ont été rajoutées, dont tous les transports par téléphérique. Il y en a quand même 13 qui sont prévus, sans avoir jamais prévenu personne de quoi que ce soit. Là, ça veut dire que quand on va voter le conseil métropolitain, quand on va voter le plan local d'urbanisme métropolitain, on va voter le PDU, et donc on va voter la possibilité de faire ces fameux téléphériques. Après, bien évidemment, on les aménagera ou on les aménagera pas. Mais déjà, on va valider la possibilité d'en faire, sans en avoir jamais débattu avec personne, ni au conseil municipal, ni avec les habitants, ni nulle part. Les déplacements... On s'est concentré sur ce qui concerne notre commune, on y a réfléchi, on voulait faire un plan du Var-le-Dace. Mais les peu qui sont restés, beaucoup plus, le peu qui sont restés, les communes qui étaient concernées, vous avez bien vu, je ne vais pas la citer, je suppose que vous faites référence à la GOD. La GOD, même s'il y a eu changement d'avis après du maire et du conseil, la GOD avait participé à... De toute façon, la GOD, il a voté le PDU, il a voté le PDU au conseil municipal. Mais le PDU, vous savez, c'est le PDU de mémoire, je crois que c'est quelque chose comme 45 milliards.
PDU sur la période de 40 milliards. Ça va au long des extensions des tramways, ça va au téléphérique, ça va au chemin de fer de Provence, non, mais c'est pas, à la troisième ligne, toutes les voiries, la voie de la Baronne et tout, donc c'est un document... ça mérite bien plus que de passer comme ça. Il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ensemble des communes, mais il est dans le projet. Oui, on le sait, c'est-à-dire qu'on le découvre au dernier moment, on n'en a jamais discuté. Au dernier moment, il y a 3 semaines, vous savez les documents. Ouais, franchement, vous avez vu combien il fait de milliers de pages, le plan local d'urbanisme métropolitain? Je dirais même, peut-être même, dizaine de milliers de pages. Il fait 5 cartons, donc on l'a à la disposition de travailler sur ça. 5 cartons comme ça. Il faut des cabinets d'études, il faut des services, il faut des dizaines de personnes pour en voir. Les grosses communes ont pris du bureau d'études indépendant. Bah oui, donc ce qui veut dire que tout ça, c'est absolument inabordable pour le simple commun des mortels, pour le citoyen lambda. Et ils sont venus aux réunions publiques, ils ont entendu... On n'a pas parlé de tout ça aux réunions publiques, on n'a jamais parlé du PDU. Ils sont venus, ils ont entendu. Le PDU est un autre document qui existe depuis fort longtemps. Oui, mais il n'a jamais été question de ça. La différence des PDU qui est existante, c'est que cette fois-ci, dans le cadre du PDU métropolitain, le PDU a été chiffré. La différence qu'il y a, mais tous les projets qui étaient dans le PDU actuel sont repris carrément in extenso dans le PLU métropolitain. La différence, c'est qu'il a fallu les chiffrer pour les mettre dans le PLU. Ce qui est, enfin, voilà, quand moi, ce que je vois quand même, c'est que milliards sur 2050, tout ça, c'est... La partie projet par câble, etc., c'est quand même quelque chose de suffisamment impactant pour les paysages, pour qu'on ne passe pas ça au détour d'un document. D'autant que l'étude date de 2017. On la découvre maintenant. Allez écrire à la commission d'enquête publique de la GOD, je crois qu'il y a la GOD, il y a Cabda, il y a le ministre. Attendez, on le découvre maintenant ce document. Il apparaît le 21 décembre. Allez écrire dans les communes qui sont concernées ici. Ah ben nous on est concernés, hein. Comment? Nous on est concernés, le Vras. Lequel? Il y en a un, le projet, le Vras. Par câble? Oui. Oui. Celui de Plan du Var? Bah, Plan du Var, le Vras. En passant par la Roquette. Par la Roquette? Ouais. Oui, non, ça alors. Non, mais bon, il peut être. C'est la Roquette qui est concernée. Il peut être fumeux, mais en attendant, il est quand même. C'est bien ce que je reproche à ce document. C'est qu'on parle de projets, c'est-à-dire qu'on valide des projets qui. Quel sera l'impact des transports de l'énergie en 2050? Voilà, c'est une projection qui a été faite par le bureau d'études et qui a le mérite d'exister. Après, ce qui n'est pas dans le PDU ne se fera jamais. Et ce qui est dans le PDU peut se faire. Donc, en fait, dans le tramway, par exemple, jusqu'à Saint-André, jusqu'à l'Ariane, ce qui nous aurait bien arrangé quand même. L'avantage que ça soit dans le PDU, c'est que ça se discute, c'est possible. Si ça y est pas, on n'en parle même pas. Le préfet il va vous dire, monsieur, vous ne l'avez pas mis dans votre PDU, vous ne l'avez pas mis dans le PLU. Donc on peut discuter d'un transport par téléphérique, mais on ne peut pas discuter d'un transport par tram jusqu'à l'Ariane Saint-André, dont on pourrait rêver, mais qu'on n'aura jamais. Bien sûr, les études d'origine, il est mentionné. Il était déjà dans le PDU. Si vous êtes ici, il était déjà dans le PDU. Il était déjà au PDU. Il était déjà au PDU. Mais il n'y a pas marqué tram. Le tram, il est prévu jusqu'à Saint-Laurent-du-Var. Est-ce que ça sera un tram? Est-ce que ça sera la ligne nouvelle SNCF? Est-ce que ça sera le transport par bus tram comme à Cannes? Oui, mais justement, il y a plusieurs études qui sont... Il n'y a pas de tram, il n'est pas dit spécifiquement qu'il y aura une étude de tram, alors qu'il est dit spécifiquement qu'il y aura une pour Saint-Laurent-du-Var. Exact. Franchement, ne présente parce pas à mon avis. Pour aller à Saint-Laurent-du-Var, il n'y a pas les mêmes possibilités que pour aller à... Ok, Jean-Pierre. On continue. Donc les pièces administratives, je n'en parle pas. Les principaux objectifs du PLU définis dans le PADV, je n'en parle pas parce qu'on les a déjà cités 100 fois. Alors la réduction des zones urbaines et l'évolution des zones agricoles et naturelles. Vous avez un premier tableau qui est le tableau au niveau donc, de la métropole. Donc on a une diminution des zones urbaines de 777 hectares. Zone agricole, une augmentation de 373 hectares et en zone naturelle, 180
114.2, 114.7, une augmentation de 500 hectares. Bon, après, c'est des bricoles, AUS, AUS strict, je ne suis même pas allé voir ce que c'est, ça ne concerne pas le 1 en tout cas. Donc, l'évolution se fait par diminution des zones urbaines et qui sont transformées soit en zone agricole, soit en zone naturelle, au niveau donc, de la métropole. Pour la commune de Levens, nous avons une diminution de zone urbaine de 42,3 hectares. Vous avez un chiffre qui est absolument faux, qui est en zone agricole. Il ne faut pas lire 166,8 mais 175,4. Donc c'est avec un moins. Donc les zones agricoles diminuent de 175,4. Je vais vous expliquer pourquoi, il ne faut pas s'affoler. Et les zones naturelles, donc, elles augmentent de 217,8 hectares. Donc, maintenant, si on prend ceci dans le détail, pour les zones urbaines, 2 hectares, 1,9 hectares a été enlevé à la demande du préfet, des zones du préfet, donc de l'État, des zones agricoles. 38,8 ont été enlevés à la demande du préfet des zones naturelles et 1,6 hectares ont été enlevés des zones de Horté. Vous savez pourquoi? Et donc une partie de Saint-Bernard qui est passée donc de zone Saint-Bernard, c'est où il y a le relais des Templiers, qui est passé de zone urbaine à zone agricole. Le club hippique, c'est ça? Oui, juste la partie du club hippique. C'est ça. Donc ça, c'est pour les moins 42,3 hectares. Oui, qui est d'ailleurs mis en zone agricole équestre. Bon. C'est pareil, c'est moi aussi, je me suis... C'est toujours la même discussion, quoi. Les centres équestres ne sont pas des zones agricoles, mais on va mettre en centre équestre. Parce qu'on est allé chercher tellement loin dans la réglementation et dans le droit pour savoir, c'est-à-dire que les zones équestres font partie des zones agricoles. Quand il y a de l'élevage, il faut donc avoir un certain nombre de poulinières et ainsi de suite. Sinon, c'est un centre équestre et c'est une activité de loisir. C'est très très loin. C'est comme ça de l'élevage. Pardon? L'enseignement équestre n'a plus besoin de faire de l'élevage pour être à la MSA et pour être en zone agricole. Et par contre, comment ça se fait, puisqu'on est sur ça, qu'il y a des zones équestres qui sont en zone agricole et des zones équestres qui sont en zone naturelle au PLUM? Oui. Pourquoi? Parce que la zone naturelle, qui est dans les règlements ou autre, on s'est même interrogé, nous, de dire pourquoi on maintient les zones naturelles et pourquoi on ne les met pas en zone agricole. C'est une intervention de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, dans une zone naturelle, au bâti près, vous faites tout l'équivalent et la même chose que dans une zone agricole. Ben oui, c'est ça. Et pourquoi on en a mis certains en zone naturelle? Parce que demander au service de l'État. Demander au service de l'État. C'est pour ça que je vous posais la question. Parce que vous avez raison. Je vois qu'à Saint-Janet, la Chambre d'agriculture parle d'un certain nombre en zone naturelle. Nous, on est en zone agricole. On en a d'autres qui sont en zone agricole pure. Et d'autres en zone naturelle. Voilà, enfin bon, bref. En zone naturelle, il faut quand même qu'il y ait une existence. S'il n'y a pas d'existence, on ne peut rien faire. Donc moi, je me méfie beaucoup des zones agricoles, parce que ce sont des zones où aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses. Et je me méfie ce sont des zones, pardon, je pense. où on peut construire beaucoup de choses. Bah oui. Tout à fait. Bah oui, on va y revenir d'ailleurs. Ben, on va y revenir, c'est pour ça d'ailleurs que les zones agricoles sont passées de 250 hectares à 75. Et je me méfie moins des zones naturelles où il faut qu'il y ait un bâti existant. Donc, sur le vin, le bâti existant il est faible pour pouvoir avoir une extension, pour avoir même éventuellement construire une piscine en zone naturelle. C'est le droit qui fait ça, c'est pas moi. Je posais la question de savoir pourquoi certains... Et notamment sur les demandes de la Chambre d'agriculture, par exemple, le bâti est venu pas, et où la Chambre d'agriculture a demandé que les accès soient possibles en zone naturelle quand il y a une vocation agricole de la zone naturelle. Vous savez qu'on l'a échappé là. Sur lequel on a essayé de s'opposer. La Chambre d'agriculture disait pourquoi on ne peut pas construire des logements pour gardiens en zone naturelle. Tout à fait. Il a fallu qu'on la Chambre d'agriculture a été vente très debout vigilante pour sur pouvoir ces sujets-là. retirer ça qui était demandé par... Ça a été mis quand même dans les zones naturelles, la possibilité de construire des logements pour gardiens. Oui, mais on nous en demande. C'est sorti. La Chambre d'agriculture l'a tenté, mais c'est sorti. Bah, Par contre, il y a l'accès qui est laissé.
Parce que là ça dans l'arrêt, ça y est. parce que c'est dans l'arrêt. Oui. Mais ça va sortir. Ah ben ça Ouais, vous pouvez pas le faire. ça devrait, on peut pas le jurer. C'est une demande de la Chambre d'agriculture, donc c'est pas une obligation. Si ça ne sort pas de l'administratif, et on attaque. Sur laquelle on s'est opposé. D'accord. Non mais bon, Ah oui, oui. nous on a un document qui est déjà complexe. Non, d'accord. Non, mais je comprends bien que vous n'avez pas... Parce que c'est vrai que les 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés à certains endroits pour pouvoir surveiller la forêt, ça semble un peu gros, quoi, on va dire. On est d'accord, pour faire des escargots. Alors, en zone agricole, donc, on a enlevé... On avait 250,9 hectares, on a enlevé 178 hectares, ce sont les zones pastorales, donc de l'Arpas. On a enlevé 1,9 hectares, ça c'est donc des zones, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc je dis une bêtise, et on a rajouté 0,8 hectares. Marie, vous vous souvenez, à midi. Les 0,8 Les 1,9 et les 0,8. Le 1,9, c'est la création de la zone de Saint-Bernard. Oui. Traverse, l'extension de la zone agricole du Traverse. Voilà. L'extension de la zone agricole du Traverse plus 0,8, donc on tombe à 75,5 hectares au lieu de 250. Et en zone donc naturelle, on a plus 178 hectares. Donc la zone de pastoralisme qui était en zone agricole qui est devenue en zone naturelle, c'est-à-dire ça c'est à l'Arpas, et 38,8 de zones urbaines qui sont devenues en zone naturelle, du fait du préfet qu'on a vu juste avant, et donc on a une augmentation des zones naturelles de 217,8 hectares. Il y a quand même beaucoup de zones naturelles qui sont des zones construites. Ils sont des zones construites. Oui, il y en a. Oui, oui. C'est un peu illogique, quoi. De se retrouver avec des zones naturelles. Bon, il y a des déchetteries, des centres équestres, etc. Mais il y a aussi du bâti d'habitation. Oui. Pour moi, c'est plus du naturel. C'est naturel et ça a été classifié comme ça par l'État. On n'est pas dans l'esprit d'une zone naturelle. Non, mais si vous ne le cassez pas en zone naturelle, vous pouvez construire. Donc, le but de l'État, c'est que vous jouez les temps creuses qui restent. Ça, je comprends. Une des classifications, c'est la zone. Bon, pour la commune de Levain, préservation des unités, prise en compte de la transverse, caractéristiques spécifiques de la commune et notamment du centre ancien, ça on va y revenir. Pas d'OAP, on en a déjà parlé, pas de service municipal nouvelle, la seule SMS qui reste, c'est comment du Var. Donc après, demande complémentaire, c'est le document suivant de 36 pages. On va prendre rapidement, à la vitesse que vous voulez. Alors, page 4. Alors déjà, si je peux me permettre, oui. C'est quand même assez fondamental, tous les fonds de plan que vous avez mis se retrouvent. C'est pas le PLUM. Ça ouais. C'est le PLUM tel qu'il était cet été, mais c'est pas le PLUM tel qu'il a été approuvé. Ah. C'est un problème quand même. Arrive. Il est fait de venir. Moi, si j'avais su que c'était dans le lit, j'aurais rien dit. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas me chauffer les cartes moi-même ou pas? Non, mais ça pose un problème parce que déjà, ça peut poser un problème de l'égalité. Bon, moi j'ai vérifié plan par plan, a priori, il n'y a pas de choses, de modifs qui portent à conséquence dans les modifs que vous demandez, qui ont déjà été validés, par exemple au mois de décembre, mais bon, c'est quand même embêtant. C'est une question de calendrier, de plan et de tirage de plan dans l'agenda.
Ok, c'est des bons plans. C'est une bonne remarque. Une bonne remarque. Donc, je vous rassure, on a travaillé sur les bons plans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des écarts de plumes entre les plans qui sont arrêtés et les plans sur lesquels vous avez travaillé. Pardon? Est-ce que vous les avez comparés? Il y a beaucoup d'erreurs? Ah bah tous pratiquement. C'est-à-dire que toutes les remarques qui sont là? Je l'ai noté, alors le problème c'est que je ne sais pas si mon ordi va tenir le coup. Ouais, pratiquement tous. Mais bon. Sur la clé USB. Regardez quand même. Le plan du Var, je n'ai pas vérifié, mais on est plus là où il y a des erreurs, c'est à chaque fois qu'il y a des plans larges, avec des modifications de zones urbaines, entre autres. Enfin, puisque c'est la différence avec. D'accord. Peut-être parce que vous avez été transmis, mais dans les documents qui sont là, on va regarder, mais dans les plans qui sont là, je suis très désolé, parce que nous, on a regardé. Non, celui-là, c'est simplement des éditions. Celui-là, c'est celui qui a été adopté en décembre. Non, bah non. Celui-là, oui. Non, pas. PLU, ça c'est l'actuel. Voilà. Au MS près, parce que la dernière, ils sont pas. Et les deux autres, c'est le PLUM non, celui-là et celui-là. Du 21 décembre. Celui-là et celui-là. Bah regardez, c'est pas les fournisseurs qu'on a. Bon, voilà. Bon, on va pas. On va vérifier. On va vérifier après quand on vous en avez vérifié un pendant que, une fois qu'on a fini ce. Non, je veux voir. Bon, donc, a priori, ça ne change rien parce que c'est juste des problèmes de plume, de modification. C'est le temps de reprographie, c'est ça qui dit. Non, c'est le temps d'arrêter, de reprographie. Bon, plan du Var, supprimer, je vous l'ai dit en vitesse, supprimer zone UBJ remplacée par zone UBK, c'est une erreur de la métropole. Zone agricole Porte Rouge, ajouter un B. Le plan du Var, c'est quoi? J'ai essayé de comprendre, il n'y a pas de différence pour moi entre la UBJ et la UBK. Ben, si, il y a une différence. Les règlements ne sont pas les mêmes. Bah, sont pas les mêmes. Ça, vous l'avez pas assez lu alors, parce que... Bah, vous savez, c'est... non, mais je dis, parce que je vois UBJ en général, 60% de prise au sol. Non, mais il n'y a pas que ça. Attends, il faut... Maxi de construction 9 mètres, 11 mètres maxi d'auteur frontale. Vous prenez en haut à gauche première page, 30 pages derrière à gauche, il faut que tout soit identique. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas... Donc qu'est-ce que c'est qui vous a interpellé? En quoi vous voulez que ça change? Qu'est-ce que c'est qui... Ben, c'est-à-dire que en fait, c'est pas ce que je veux que ça change. C'est-à-dire qu'ils ont mis une zone UBJ, nous on a demandé une zone UBK, c'est pas pareil. Donc, ils se sont trompés de zone. Mais vous pouvez pas m'expliquer pourquoi vous préfériez une UBJ si, plutôt je qu'une peux vous UBK? expliquer. Parce que moi j'ai essayé de comprendre, j'ai non, pas mais compris. je connais pas par cœur, moi. Bah c'est vous qui êtes... Oui, tout à fait. Ben, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous expliquer, comme j'ai pas appris par cœur les 19 ou 20 zonages sur la commune de Levage, multiplié par 25 pages, 250 pages, je ne sais pas appris par cœur. J'ai plus l'âge, quand j'étais en maths sup, je le faisais. Non mais d'accord, mais c'est sérieux. J'ai essayé de travailler sur le document. C'est dans le libellé du règlement. Vous allez voir, il y a des... Ouais, on le retrouvera. Alors, on continue. C'est la même chose. Non, je sais pas. Hallucinant. Je sais pas, je connais pas mes 250 pages de règlement par cœur, c'est hallucinant. D'accord. Non, mais là, vous demandez des modifications, je vous demande de vous expliquer pourquoi. Mais bon, ben voilà, vous avez répondu, vous savez pas. C'est pas qu'il sait pas, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a bien longtemps qu'on l'a fait et que le document est un volume et qu'on a vérifié et survérifié et je peux vous assurer que non, mais ça on peut mettre aussi en résumé là la problématique qu'on aura avec les instructeurs, vous pouvez mettre le doigt sur quelque chose comme vous voulez. Non, mais on va vous répondre. On va vous répondre. Enfin, ça montre bien en attendant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un document hyper complexe, on s'arrache les cheveux pour y comprendre quelque chose. Parce que si même vous, qui demandez la modification, vous ne savez pas la différence entre... Vous savez que j'ai demandé cette
Moi, j'ai passé une demi-heure dessus à me taper les deux règlements, à les mettre côte à côte et je vois pas la différence. Ah, mais c'est peut-être parce que vous ne savez pas lire. Parce que moi, il y a 5 mois, j'ai fait ces modifications. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Non, mais bon, on va pas aller. Non, laissez-moi juste essayer de comprendre. Voilà, j'ai fait ces modifications avant l'arrêt du PLU, parce que l'arrêt du PLU ne les a pas pris en compte. Donc, ces modifications, je vous les ai dit tout à l'heure, qui datent de septembre, octobre, permettez que je les connaisse pas. Non, juste, alors, si vous voulez une réponse d'ici demain soir, je peux vous la donner, mais ce soir, je ne vous la donnerai pas. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai regardé comme ça. Je vois UBK, les prescriptions générales, c'est 60% d'emprise au sol maxi et hauteur maxi et l'égout du toit de 9 mètres. C'est la même chose en UBJ. Ouais, mais il n'y a pas que ça dans le PLU. Bon, après en UBJ, il y a des sous-zones, mais là, on n'est pas sur les sous-zones. Non, mais si vous limitez un règlement à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'égout du toit, c'est que vous ne connaissez pas du tout le code de l'urbanisme, c'est tout. Je vous dis, il y a 475 pages par ensemble de règlement, il y a 7 ensembles de règlements. Donc voilà, en 15 jours, je ne peux pas aller regarder les c'est pour ça que je vous posais la question. Même chose pour ajouter zone NB, là je peux vous répondre. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Ah, quand même. On a compris tous les domaines aussi fort l'un que l'autre. C'est besoin d'être. Attendez, vous attaquez. Franchement, mais oui, vous attaquez sur n'importe quoi. Mais j'attaque pas, je pose une question. C'est marrant, on vous pose une question, vous attaquez. Oui, parce que je vous réponds, je ne m'en souviens pas aujourd'hui. Ah, oui, bah, vous ne connaissez pas votre sujet. Alors, zone UDH, c'est la même chose. Je vous répondrai que je ne me souviens plus pourquoi vous avez bien l'UDH. Alors, moi, j'ai regardé. La zone UDH, l'emprise au sol maximum des constructions, puisque vous dites que c'est pas le plus important, mais parce que l'important, c'est 15%. Alors que l'emprise au sol maximale des constructions, c'est 25%. Par exemple. En UDH, on doit faire 50% minimum de terrain en espace vert paysager. Si j'avais mis 100%, ça ne vous posait pas de problème. Il suffit de trouver une réponse. On passe à la suite. Les limites des zones UBJ, UBJ2, tout ça c'est une réponse. Tout simplement, c'est pour avoir une cohérence de toute la zone. Donc, ce sont des zones qui. Donc, ce sont les règlements qu'on a de la DUP des traverses, on l'applique à tout le secteur. C'est ça, on ne fait pas des sous-zones, UBJ d'un côté, UBJ d'un côté, UBJ de l'autre. Vous comprenez quand même qu'il y a eu un travail extrêmement important. Je ne dis pas le contraire, mais je vous pose des questions précises. À un moment donné, je trouve ça ridicule. Alors, je ne savais pas de quoi je vous parle, laissez-moi terminer, je vous réponds. J'ai dit qu'on a eu la contrainte d'essayer, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'harmonie entre nous, dans les 49 communes, on a essayé de voir comment nos demandes pouvaient rentrer, souvent au chausse-pied, dans une zone qui est commune avec d'autres. Donc on a essayé de limiter, parce que je crois que sur la UBJ, la ville de Nice avait 28 sous-zones. Donc voilà, quand on a commencé, c'était de ce niveau-là. Et donc on a essayé de faire rentrer, mais effectivement, vous avez raison, quand on parle de, je le dis tout le temps, puisque pas la maire de Saint-Damas-du-Selvage et de la ville de Nice, vous comprenez que la UBJ, c'est pas la même. C'est bien l'aberration de ce fait. On est sur des communes très différentes. Non, c'est pas des aberrations, c'est qu'on a essayé de cadrer parce que derrière, il y a des services. Finalement, quand je regarde toutes les cartes, il y a 2 endroits où je ne réponds pas parce que le reste, il n'y a même pas besoin de faire une réponse puisque c'est clair comme de l'eau de roche. Alors là, suivant. 38 sous-zones, j'ai calculé, et encore, il y en a sans compter les spécificités et les exceptions communales. Je ne vous dis pas. Alors, erreur matérielle, ça vous va, parce que vous comprenez comme moi, on est tous les deux assez intelligents. La suivante, erreur matérielle, c'est pareil. La suppression d'emplacement réservé, c'est parce que ça nous appartient. Absence d'indication, ben, c'est une erreur graphique. On continue, plan sud, c'est la même chose. Création d'une zone NK spécifique au stockage. Attendez, on peut revenir sur l'erreur matérielle, la page 9, là, à la fiente. La précédente, je comprends, mais sur la fiente, quand on prend le trait qui remonte, bon, il y a l'espèce de pointe là que vous voulez réintégrer, ok. Mais quand on prend le trait de zonage, il passe en plein milieu d'une maison là aussi. Pas de ce que je pense être une maison, en tout cas qui apparaît comme un bâtiment sur le plan. Juste au-dessus du cercle, par exemple. Quand on fait la concordance entre le cercle et la zone noire. Oui, mais si ce n'est que ça ressort du PLU, c'est-à-dire que cette erreur de la pointe
elle date du PLU, et la zone, elle passe bien au ras de la maison. Après, mais là, le trait, il est sur la maison. Hein. Oui, bah, le trait sur la maison. Alors, ici, vous avez une spécialiste de l'urbanisme de Nice qui va vous répondre. Je n'ai pas besoin de vous répondre, c'est-à-dire que le trait n'a aucune valeur au niveau d'un géomètre expert. Donc, c'est la même chose pour le précédent. Quand je vois ce trait-là, je considère que la maison, elle fait partie de la zone constructive. Et l'extrémité du terrain ne le fait pas. Alors que sur le coup précédent, le coup précédent, c'est pas là. Franchement, on a d'autres bâtiments qui sont concernés que celui-là. Donc, ça c'était fait. Fond de lignée, donc, création d'une zone handicap spécifique au stockage et au traitement des déchets inertes. Le maire est toujours parlé. C'est simplement pour se mettre en conformité avec les autres communes de la métropole et qui est le règlement lié au carrier. Et donc il y a la spécificité, par exemple, avec Saint-André-de-la-Roche, qui a la même unité commune. Donc en fait, sans réponse, de... Et la déchetterie, elle tombe quoi? Non, la déchetterie, elle ne veut pas être dans la ville. ND. C'est un intérêt collectif. Là, je suis comme vous étonné qu'on est en zone N, des zones où on a ah oui, surtout c'est vraiment des zones d'activité. Après, bon, à la limite, un grand cimetière paysager. Comme l'Arpas qui ne peut pas être en zone agricole et qui est dans zone naturelle. Bon, la suite, c'est les modifications que l'on demande au règlement. Donc là, pareil, vous n'allez pas avoir de réponse, j'imagine. Non, je vais vous poser des questions au fur et à mesure et puis on verra. Je vous écoute. Non, allez-y, je n'ai pas des questions sur tout. Moi, j'ai rien à dire. Page 15. Pas d'observation c'est l'histoire de bande de 12 mètres de profondeur, là. On n'a pas très bien ça c'est... Personne qui comprend, c'est vrai, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais avoir du mal à expliquer. Non, j'ai pas le mal à expliquer. Ce que l'on veut, c'est que les bâtiments soient alignés avec les bâtiments existants en zone village. Et donc, après, à l'arrière, on laisse un peu de liberté. Donc, la liberté, elle est donnée par cette bande de 12 mètres, où on est soit en ordre continu, une limite à la haute, soit une limite latérale, et à une distance de l'autre limite au moins égale à 4 mètres. C'est ce qu'il y a dans le PLU actuel, ce qu'il y avait dans le POS. Et il n'y a rien de changé, il n'y a pas une ligne. En fait, on demande de rajouter ça parce que c'est un bon moyen de ne pas avoir de d'empreintes dans le village, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment qu'on démolit, que le type qui vient reconstruire, et il se met à 4 mètres des voisins, à 2 mètres des voisins, à la distance qu'il veut. Dans le village, ce qu'on appelle le village, c'est le centre ancien, bien sûr. Ce que je vois, c'est le dernier alinéa. Toutefois, lorsque la profondeur de la parcelle est inférieure à 12 mètres, le bâtiment pourrait être implanté sur la limite séparative de fond de parcelle, c'est-à-dire pas obligatoirement sur les côtés, au fond. Et de toute façon, elle peut être aussi du pourra, ça veut tout dire. Pardon? Pourra. C'est pas une obligation. Mais de toute façon, en zone urbaine, dans l'ensemble, on peut construire sur une limite séparative. Non. Dans les annexes. Ok, alors ça change. Une question, les histoires de hauteur de murs de soutènement sans rembler, 25 avec remblé. Il n'y a rien dans le PLU. Moi, je m'oppose à. Parce que je vois que la commune de Levas qui parle de ça. Oui, je parle de ça. Non, moi, je vais vous dire, ma position, elle est simple depuis 10 ans. Je suis arrivé à Levas et connaissant bien Aspromont, Colomar, etc., en me voyant au bord de la route, des murs de 7-8 mètres de haut. Peut-être pas 7, 4, 3, 4, 5, etc. Enduit à la chaux, enduit hydraulique, etc. Et ça, à Levins, avec le maire, on n'en voulait pas. Donc en fait, on a réglementé, c'est-à-dire qu'après, vous ne pouvez pas réglementer les murs de déblai parce que c'est le problème des accès aux parcelles, sinon vous rendez tout incompatible. Donc on a réglementé à la fois des limites en déblai et des limites beaucoup plus restrictives en remblai, c'est-à-dire pour obliger les gens
à reconstituer les restants. Donc en fait, c'est le but de ce texte qui nous a été enlevé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Et vous voulez rebattre, mais par contre, vous n'avez pas demandé à ce que ça soit étendu aux autres communes, parce que vous dites que vous étiez une commune référente en tant que la commune. Non, parce qu'on a fait une demande et on a eu beaucoup de mal à imposer notre point de vue. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été retenu dans la première mouture et qu'il passera. Et 3,50 m, c'est beaucoup quand même. En déblai. Alors, en déblai, en remblai, ça veut dire quoi? Sans remblai et 1,50 m avec remblai. Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est la technique. Chacun son boulot. Ben oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Et vous l'avez là, c'est-à-dire que lorsque vous achetez, le problème qu'on en a aujourd'hui, vous avez des gens qui achètent des terrains comme ça, qui ont construit une maison à bas coût par un pavillonneur, qui vous mettent la maison en haut, et puis après qui commencent à monter. Ils ont besoin à la fois d'une terrasse devant pour pouvoir manger, etc. Donc ils commencent à vous monter un premier mur de 2-3 mètres. Et puis après, ils veulent faire la piscine, mais la piscine, ils ne veulent pas la faire en bas parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer. Ils veulent la monter au niveau du rez-de-chaussée, etc. Donc ils vous font un deuxième mur. Alors celui-là, il va faire 3 mètres parce qu'il va faire 6 mètres. Et ils vont emblayer entre le mur de 6 et le mur de 3. Et puis après, vous vous retrouvez, j'ai un exemple, quelqu'un qui va se prendre un PV à Laval, qui a construit un mur de 3,50 m avec un enduit sans autorisation, sans rien, etc. Voilà. Et c'est ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas qu'il se fasse sur le masse. Parce que moi, quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on a le droit de faire des murs de 3,50 m. Vous voyez? En déblai. Ça, oui, mais ça n'a pas changé. Le PLU aussi. Hein. Le PLU actuel, il est comme ça. Hein. Parce que... J'ai toujours pas compris la différence entre déblai et remblai. Alors, déblai, c'est lorsque vous décaissez un terrain. Parce que pour moi, déblai, c'est décaisser. Décaisser. Ouais. Remblai, c'est que vous prenez le décaissement, vous le mettez ailleurs. Le remblai, vous montez un mur et vous remplissez derrière. Vous rétablissez des restants. Nous, on limite les restants à 1,50 m, pas partout, espacés de 2 fois la hauteur. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des restants comme ça. Si vous ne faites pas ça, vous avez un terrain, aujourd'hui, il n'y a plus que des terrains en pente. Vous vous retrouvez avec la maison en haut comme d'habitude, hein, vous avez tout l'ordre d'arénal, machin, etc. Et en bas, vous vous retrouvez avec un mur de 6 mètres, qui fait ça. Et puis, en plus, il se retourne en mitoyenneté des voisins. Et le voisin, il se retrouve avec un mur comme ça lorsqu'il regarde. Oui, il y a eu ça très souvent. Voilà, c'est pour éviter ça. Et je suis d'accord avec vous que ça ne se fait pas ailleurs, mais ça ne se fait pas ailleurs parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Moi, j'ai une connaissance à la fois technique de ma profession d'ingénieur, et puis j'ai une connaissance d'urbanisme, et beaucoup de communes passent à côté de ça, et puis ils laissent construire n'importe quoi. Moi, je suis désolé. Ce que je vois à Saint-André, ce que je vois à Spromont, notamment. À Levin, à Nord-D'Alès, il y a quand même un le problème, c'est aggravé. Alors oui, d'accord. Aggravé avec la loi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Avec la loi. Mon principe, c'est dénoncer, j'y vais. Pas dénoncer, je ne bouge pas. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, absolument tout le monde, tous ceux qui ont construit il y a moins de 15-20 ans, il n'y en a pas un qui en a. Donc je ne peux pas faire du PV tout le temps, ça ne sert à rien. Ça a été construit il n'y a pas si longtemps, mais je pense qu'il est dans les règles. Oui, mais vous avez entendu. Voilà, moi je passe comme ça. Tous les permis depuis 15 ans sont dans les règles. Sont dans les règles? Non, mais là, il a moins de 15 ans. Non, les permis sont dans les règles. Après, l'exécution, c'est autre chose. Maintenant, on dresse une quinzaine de PV par an. Alors, on ne va pas passer notre vie. Il faut embaucher 3 mecs si vous voulez faire respecter le PLU. Vous le savez très bien. Hein. Donc, le mur en question. Ouais, ben écoutez, envoyez-moi un courrier, j'y vais. Hein. Pas de courrier, j'y vais pas. Mais je sais de quoi elle parle, t'inquiète. Ben oui, mais ils sont tout le monde dans le bois du village, on voit que ça. C'est pas parce que qui l'a fait, hein, je m'en fous, c'est pas le propos. C'est plutôt qu'esthétiquement, ça va montrer les mais c'est contre ça qu'on lutte, hein, mais c'est pas évident. C'est quand même bien placé pour lutter. Enfin, bon, non, moi j'y vais sur dénonciation écrite. Je ne vais pas envoyer même un mail suffit. Mais si on me dit, quelqu'un dans la rue qui me dit un machin, etc. On va passer le deal. Donc le village. Je dénonce toujours. Alors, donc l'on y va, UBD, on passe de 18 à 20 mètres, c'est ça?
Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, je pose la question. On ne parle pas de la même chose, si vous voulez. C'est l'histoire de l'époux du toit, et de la hauteur frontale, etc. Si vous voulez, le règlement, on a un règlement d'urbanisme avec un lexique qui fait qu'on est obligé d'adapter les hauteurs de bâtiments. Elles sont inchangées. Ce que l'on adapte, c'est lorsqu'on dit 20 mètres. Où est-ce que vous avez quelle page? Page 16. Et à quel endroit? Le chapitre 2, plan du bas. Hauteur frontale limité à 20 mètres, de ce que j'ai eu le son, c'était... Mais parce que non, c'était la hauteur à l'égout du toit. La hauteur à l'égout du toit était 18 mètres comme... Ah, c'est l'égout du toit qui a 18 toujours. Eh oui. D'accord, mais la hauteur frontale, c'est donc c'est normal que ce soit plus haut. Donc on limite aussi, parce que j'aurais très bien pu envisager une hauteur à l'égout du toit de 25 mètres, je sais pas quoi. En fait, tout ce qu'on fait là-dedans, c'est fait pour limiter la constructibilité, pour faire en sorte qu'on se rapproche le plus du PLU existant, c'est-à-dire les 18 mètres des normes qui sont à peu près, qui permettent de sauvegarder l'identité de notre village. Donc vous dites, frontale 20 mètres, c'était 18 mètres à l'égout, d'accord. Les histoires de stationnement, là, avec les vélos, expliquez-nous un petit peu. Ça revient. C'est grandiose. Bah, les vélos, c'est n'importe quoi. Alors pourquoi c'est gênant de faire des stationnements pour les vélos? Ils ne sont pas gênants, les stationnements pour les vélos, mais aujourd'hui, on vous dit que le stationnement pour le vélo, il doit être indépendant du garage pour la voiture. Donc on estime qu'on peut faire quand même une réflexion là-dessus, parce que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire une place de parking, mettre le vélo à côté, le fond, etc. Il faudrait qu'il soit un bâtiment annexe. À l'abri annexe. Donc c'est pour ça, c'est tellement gros et c'est tellement peu avancé au niveau du PLU métropolitain que ce que je demande, c'est une réflexion des services de la métropole. Le plan vélo ne concerne que les communes du littoral. Piste cyclable sur le moyen pays, sur le pays, ça n'existe pas. Bon, c'est assez étonnant. Le plan vélo, dans le plan de déplacement urbain, il n'y a rien sur les communes du moyen et du haut pays. Regardez, vous avez des panneaux qui ont été mis déjà sur le bas. Non, mais non, mais je parle du PDU. Le PDU, les stationnements. Non, mais le PDU de Levain, je vous l'accorde, il est meilleur. C'est à pleurer, ça. Après non, bon, je sais pas, j'ai pas regardé sur le temps. Ah oui, les histoires de... Alors, les espaces verts. Il y a des histoires en pleine terre et en... Ah oui. Là, je m'oppose encore à la métropole, sachant que dans la métropole, dans les espaces verts, ils mélangent les espaces en pleine terre avec les terrasses replantées. Et moi, je considère une terrasse verte, plantée, surtout qu'aujourd'hui, on peut faire un substrat de 10 cm. On ne peut pas compter ça en espace vert. Donc, je propose, j'évite la propre... On va parler d'espace vert en pleine terre. Voilà, pour moi, l'espace vert, il est en pleine terre, on n'y est pas. Mais c'est difficile à le faire admettre, ça. Non, parce qu'un coup on parle de l'un, un coup on parle de l'autre. Je parle pas obligatoirement de l'un. Non, mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Des fois on parle de l'un, des fois on parle de l'autre. Parce qu'en fait, ce sont des documents où, quand vous changez quelque chose, vous devez les changer sur 15 ou 20 règlements, et puis chaque fois ils en oublient 3 ou 4. Tout simplement. Donc en fait, des fois, il y a des choses qui sont d'un côté. Ah voilà, c'est ça. Il y a des espaces verts en pleine, excusez-moi, parce que espaces verts de pleine terre et espaces verts paysagers. Alors un coup on parle de l'un, un coup on parle de l'autre. Voilà. Mais moi c'est pleine terre qui m'intéresse. Paysager, c'est... Parce que là, par exemple, je revenais sur mon UDH, UDG, là. Alors un coup on parle d'espaces verts en pleine terre, un coup on parle d'espaces verts paysagers. Là c'était... 36. C'était pour le... Bah, c'était sur la... Il y en a marre. Ouais, mais bon, c'était sur les modifications de zonage. Elle était bonne, hein. Tu l'es bien tenté. Bien tenté, bravo. Ouais, c'est ça. Pardon c'était les UBG et UB, je sais pas. Enfin, c'était la page 4, quoi. Ouais, c'est ça. Page 4. C'est raté, on revient à l'envers.
Ouais, c'est ça, c'était page 4. J'ai pas osé parce que je me suis dit, il va craquer. Lui, il va craquer, mais pas moi. Je pense que vous allez faire craquer tout le monde. Ah, ça va pas, on est là pour en discuter, on n'aura plus jamais l'occasion. Ouais, exactement, moi ça me va très bien. Après, je suis pas là pour emmerder le monde, je suis juste là pour poser des questions, de comprendre. J'ai bien entendu. Pour moi, les choses Après, il y a des gens qui considèrent que quand on pose des questions et quand on donne des avis, ça emmerde le monde. Et ça engage que vous. Bon, enfin voilà, donc voilà, on parle d'un coup d'espèces usagées, on essaie de mettre en cohérence tous les textes. En fait, on s'est surtout... On s'est surtout attaché à regarder ce qui était propre à l'OMAS. Donc en fait, moi je vous dis tout simplement, si je viens regarder, à ce que vous n'avez pas regardé, même les limites entre communes comme Aspromont, Saint-Blaise, etc., les maires ont des avis tellement différents que c'est très difficile d'avoir un point commun. Avec Tourette, on n'a eu aucune discussion, on a eu des discussions avec Saint-Blaise, on a réussi à s'entendre, mais la frontière des deux territoires est faible, mais les autres communes, il n'y a rien. Il faut avoir cet esprit dans les remarques d'essayer de rentrer dans un moule tout en gardant nos propres spécificités. Et parce qu'autrement, ça n'a aucune chance d'aboutir si on va créer tout un règlement indépendant pour le masque. Et donc, dans les précédents, on avait toutes les listes de choses à faire converger, qu'on a essayé de rentrer dans le moule le plus possible. Il y a 4 ou 5 communes qui ont fait ça, les autres, elles n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'en plus, chaque fois qu'on en rajoute, on passe sur les martiens. Alors juste pour revenir sur le stationnement, qu'est-ce que c'est pour modifier sur les places de stationnement par rapport au règlement? Le règlement a été très adapté à la ville de Nice. C'était en gros... Donc plus de places de stationnement? Ah, nous on en veut plus. Plus? Non, on en veut plus, c'est Nice en demandait moins. Nice, c'était 1,4 places par logement ramené au chiffre inférieur. Donc comme nous, si on met en maison individuelle, 1,4 ça fait 1. Et c'est grâce à nous, et d'ailleurs ils vont le faire, a priori sauf si, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ça peut évoluer, mais en gros c'est grâce à nous qu'on a une place pour 60 plus une place par logement. C'est une proposition qu'on a faite de nous et qui a été adoptée pour l'ensemble des communes du moyen pays. Je laisse continuer, c'est des zones particulières. En page 18, il y a une remarque en haut, discussion, conformité, projet des traverses qu'il faut enlever, parce que c'était une note interne, il fallait que le règlement soit conforme à la DUP, tout simplement par rapport à des modificatifs éventuels en cours de travaux. Ça tombe. Non, mais tu peux aussi continuer. Non, écoutez, on est là pour... Le PLU, c'est une fois tous les... Moi, ça fait 11 ans que je suis à l'urbanisme, c'est la première fois qu'on discute, on pourrait attendre un quart d'heure, ou on pourrait aller faire l'urbanisme. Ça y est, j'ai trop de vues, moi, sur moi. Oui, par exemple, ce que vous rajoutez là sur les quartiers résidentiels du parc, c'est le page 20. Vous dites ajouter là-bas, doit être aménagé en espace vert de pleine terre. Là, vous le mettiez bien, mais c'est pas le cas partout, par contre. Parce qu'ailleurs, ça y est déjà. Non, il y a des endroits où on est sur les espaces verts simples. Vous regarderez. Ah, mais ça dépend des zones, parce que par exemple, si on est en zone soit en zone nuit ou en zone... par exemple, on a un règlement complètement spécial, c'est le village. Le village, on ne demande pas de stationnement, on ne demande pas d'espace vert, etc. C'est par zone. Je n'ai pas regardé en détail. Oui, il y a une hyper logique. Quand même. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que les décharges, elles sont en zone naturelle. Or, ce qui est normal, hein, vous l'ajoutez systématiquement comme interdiction dans les zones urbaines. Et c'est tant mieux. Ben oui, non, mais bien sûr.
Mais parce qu'on a un site, on a un site dédié à la décharge, c'est quoi. Si vous ne le mettiez pas, ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas marqué... Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé en urbanisme. Y compris par du privé. Oui, c'est pour ça qu'on vous interdisez les camping-cars aussi. Oui, il y a un règlement qui doit être spécifique et qui va sortir sur les camping-cars. Ah d'accord, parce que je vois page 17, là, la piscine rivée, interdit spécificité les camping-cars. Ça, vous l'avez rajouté. Oui, parce que ça y est pas dans le règlement arrêté. En fait, on est les seuls à le demander. Non, il n'y a pas de compétition. Les grandes villes aussi. En tout cas, les grandes villes l'ont déjà. Non, parce qu'il y a un endroit à la piscine où ils sont... ah ben, mais ça c'est comme ceux qui font des murs de 10 mètres de haut. Si on leur met pas un PV... Je croyais que c'était là qu'ils devaient... Alors attendez, si je comprends bien, quelqu'un qui a un camping-car, du coup, on ne peut pas le garer chez lui. C'est des squatteurs. Comment? Moi, je n'en ai pas. Mais à la maison, oui, mais pas en avant, j'interviens pas, mais j'ai des intérêts particuliers, personnels. Là, ça veut dire qu'on a Bien sûr. Vous interdisez la création de zones dédiées, c'est ça? Non, mais pas chacun des pour zones mettre dédiées. chacun. On demande ce que dans les... Non, c'est certain. Le stationnement sauvage des camping-cars n'existe pas. Hein, et vous parlez des 3 camping-cars qui sont historiques à la piscine. Et par contre, il y en a un 4e qui vient d'arriver, qui est là-bas, qui est à la croix là-bas, et qui n'est pas un camping-car de stockage, qui est une résidence. Donc, je n'en pas de ça non plus. D'accord. Donc là, en l'occurrence, de mettre ça, ça permet d'interdire à nos camping-cars de stationner, c'est ça? Sur les espaces publics. Tout à fait ça. Mais c'est pas pour ça que vous allez le verbaliser. Vous le verbalisez comme ça, vous le verbalisez quand vous voulez. La différence. Oui, ça laisse ouverture. Tout à fait. Toléré ou pas, On a la possibilité. Si vous ne mettez pas le texte, ben, n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on est en train de créer une zone de stationnement de camping-car. Parce que le camping-car, il a d'autres problèmes. Il est stationné, il va savoir vidange, il va savoir rempli. Donc, il y a un certain nombre qui s'arrêtent au fontaine de la promenade des public. Bon. C'est parti sur la partie. C'est bon pour vous? La combat. Oui. Ajouter les dépôts de véhicules de ferraille d'épave liés à une activité automobile. Ça veut dire que vous pouvez vous envisager la possibilité d'une ferraille de voiture. De l'activité carrosserie, machin, etc. Oui. C'est une zone industrielle, c'est normal. Et pas ailleurs. C'est la seule. C'est la zone d'activité mixte, mais bon, c'est la seule. Oui, c'est la seule. Et on a cherché dans le cadre du PLU il y a 7-8 ans avec le maire, on a cherché à droite à gauche, on n'a trouvé aucun autre. Donc de toute façon, on ne voit pas, sauf à les malheureusement, c'est le gros handicap de la commune. Il n'y a aucune zone ailleurs, sauf éventuellement à Plan du Var. À Plan du Var, il y a des projets plus intéressants. Et en plus, c'est OIN, donc c'est pas nous qui décidons. Non, mais non, pas. Ouais, je ferai un peu. Tu veux quoi? Une reine? On en arrive aux activités agricoles. On revient sur les 1000 m² donc pris au sol, sur 13 mètres de haut, c'est-à-dire 4000 m² possibles de surface de plancher. Pourquoi? C'est toujours la même question. Qu'est-ce que vous envisagez avec ces possibilités-là? Parce que de base, quand même, les zones agricoles, dans l'ensemble, c'est des zones de livret. Il y a du parcours urbain, du parcours éteint. On envisage l'avenir, on ne sait pas. Mais quel intérêt d'aller faire des bâtiments gigantesques comme ça? C'est la seule commune de la métropole où on est avec des... Parce qu'on les a limités, les autres ne les ont pas. Les autres, ils ont pas. Ça peut être vu comme ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas, ça peut être vu comme ça si vous avez. C'est à double sens, c'est-à-dire qu'on peut dire en effet si c'est ça, ça veut dire que c'est le maximum, mais ça peut dire aussi si c'est ça, ça veut dire que c'est permis. Et on s'est basé. Oui, mais ailleurs en zone agricole, vous pouvez construire 100%. Voilà. C'est pas comme ça quand même, c'est il y a l'intérêt pour les allez parler avec monsieur dessus, le directeur de la GDH, de la chambre. Non,
Allez voir ce qui est. On s'est basé sur ce qu'on avait des besoins. On a discuté avec les éleveurs et sur la partie bergerie, stockage de foin, ça fait 1000 mètres. Ouais, c'est pas dit par rapport à la ferme. Mais pas 1000 mètres, pas sur 3 niveaux, pas sur 13 mètres d'eau. Non, mais 13 mètres d'eau. 13 mètres d'eau. Si, je vais vous dire qu'est-ce que c'est 13 mètres. Mais non, c'est précision. Parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on fait de l'agriculture sur 3 mètres d'eau. Parce que vous ne rentrez pas avec un chariot élévateur. Voilà, ils donnent la réponse. Ils comprennent rien, les mecs. Le problème de la ferme, Dieu sait si on a regardé, on avait vu les erreurs de compte, il n'est pas assez haut encore. Aujourd'hui, c'est des super balles. Vous connaissez beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas de chariot élévateur, ils pas de tenue. 13 mètres, on ne rentre pas. Regardez, en tout cas, nous, on n'a pas beaucoup d'agriculteurs, mais regardez à la télé tout ce qui nous passe, les vaches et machin, etc. Même si c'est pas. Oui, justement, c'est la question. Attendez, ils ont des hangars, on passe pas. Ou des grandes surfaces de bâtiments. On ne passe pas là-bas. En destination agricole, il faut effectivement qu'ils soient. On a pas des terrains qui sont, et des paysages qui sont adaptés à des structures agricoles de petite taille, pas pour faire de l'agriculture intensive. On ne peut pas dire je veux l'agriculture et pas donner les moyens aux gens de la faire. Si c'est faire du bricolage, faire le type qui vend ses 3 cagettes comme il y a sur la route de la Roquette, ben comment voulez-vous qu'on vive que d'un agriculteur vive pour ça? Ça, on peut discuter longuement, mais bon. Est-ce qu'on est obligé de faire des grands bâtiments d'élevage? Non, absolument. On donne. Non, mais si on avait la demande, vous vous opposeriez à un grand bâtiment d'élevage? Je ne parle pas des 1000 vaches. Quelqu'un qui a une vingtaine de bovins, ce qui serait intéressant sur la commune, et bien, il faut des locaux de cet ordre-là. Et il faut 13 mètres pour rentrer. Non, une vingtaine de bovins, aucun problème. 150, 200, 500 bovins. Non, mais bien sûr. 1000 mètres carrés, c'est pas grand-chose. Bah, je sais pas, il y a des gens qui trouvent que ça fait beaucoup. Parce que dans les villas, on a 100 mètres carrés. Non, mais je parle en termes les agriculteurs. C'est pas ce qu'on a en effet sur la ferme de Pas les agriculteurs. Et d'ailleurs, la Chambre d'agriculture demande à ce que ce soit repris dans tous les règlements du moyen pays. Un hangar, ça fait. Ils m'ont posé la question, ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas le pourquoi. Un hangar, ça fait 16, 20 mètres carrés de portée. Vous mettez 20 mètres carrés par 50, ça fait 1000 mètres carrés. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est ça à peu près. Bergerie, c'est ça. Le stock, quoi. Qu'est-ce que c'est ce coefficient éco-aménageable? Je ne sais pas. C'est vous qui mettez ça. Précisez les critères de performance de bergerie. Pour l'instant, on ne nous a pas répondu, c'est pour ça qu'il y a encore un point d'interrogation. Et on a dit on peut l'enlever, on nous a dit non. C'est ça, Marine? Oui. Bon. Donc, pour l'instant, oublié. Madame Chemin, non? C'est ça? T'es aussi sec que moi là-dessus? Oui, là-dessus. C'est parfait. Il y a un match? Finalement, j'aurais dû les éditer il y a 3 semaines. Et vous les mettre dans les têtes. Bon, après, Après, vous avez le dernier point, c'est le cahier des prescriptions architecturales de l'ONAS. On a pompé tout ce qu'on avait dans notre PLU, qui n'était pas mis, et donc en fait, c'est ce qu'on demande, ça devrait être retranscrit à l'identique dans le PLU. Voilà. Les pages de 33 à 36. Et une question simple, pourquoi vous ne voulez pas la Sautésienne? Parce qu'on ne les avait pas jusqu'à présent. Oui. Et que l'architecte des bâtiments de France déteste les Sautésiennes. C'est pas de l'architecture locale de Nice. Et tous, c'est pas celui-là, mais c'est tous. Tous les ABL s'opposent tous. Unanime s'oppose tous. C'est comme les chirassis, voilà. Une espèce de. Voilà. Bon, Ce soir, allez, on continue.
c'est un petit solarium. Vu le code de l'urbanisme. Pardon. On y va. Non, vous avez donné une question. Dernière. Non, c'était par rapport au commerce, devantures commerciales, vous avez réglementé ou c'est... Les quoi, les devantures commerciales. Elles seront dans le plan de publicité. Après, elles sont réglementées par la Société des bâtiments de France, tout ce qui est dans le périmètre, dans les deux périmètres des héros. Le reste, il y a des demandes d'autorisation et logiquement, il y a un dépôt de déclaration de valeur. Pour vous donner un exemple, l'enseigne du SPA, on a démonté. Les bâtiments de France n'ont pas voulu, ils ont redéposé notre. On refait la devanture du SPA. D'accord. Et bon, comme ça, hein, et le marchand de pizza là, qui est au Carrefour, sur la droite en face du Grand Prêt, c'est quand même un site commercial. Oui. Et... Comment sur son affiche, pour son étiquette, sur quoi? Non, pas au niveau des étiquettes et tout, mais au niveau de la présentation de la structure. Ça vous choque pas? Oui, moi ça me choque. Oui, oui. Il était avant moi. Non, mais c'est un camion pizza qui s'est sédentarisé. Qui s'est sédentarisé. Est-ce qu'on va réglementer à ce moment-là? Est-ce que ça peut rentrer là-dedans? Ça pourra rentrer là-dedans. Oui, ça rentrera dans le plan. Et après, c'est un emploi, c'est un jeune. Oui, non, mais ça, je m'entends bien. Non, mais vous avez raison. Je dis pas mais c'est pas une raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà, là, il est en location. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas laisser faire n'importe quoi parce que c'est un emploi ou parce que c'est un jeune ou parce que c'est eux. Mais il est sur un terrain privé et on interagit pour aller le faire. Oui. Alors, les corrections. Et à Villiers, parce qu'on a vendu les terrains derrière, on a demandé que les ménages qui construisent sur le garage n'ont pas appuyé au propriétaire. Ce qui a été fait ne satisfait pas, mais on est en cours là-dessus. Vous allez voir des modifications ces derniers jours. Alors, tu vas poser une question ou pas? Oui, pour conclure, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi les murs de soutènement de remblai auront un recul minimum du double de leur hauteur. Oui, tout à l'heure. Mais ils sont déjà limités à 1,50 m, mais ils ont oublié la phrase qui dit ils seront espacés les uns des autres du double de leur hauteur. Il y a un très bel exemple que vous avez. Il y a un très bel exemple que vous avez quand vous descendez sur l'île sur la RD 19. Sur la gauche, il y a un maçon qui était une entreprise grosse, je crois, à l'époque, qui a construit sa maison et après qui a fait les murs. Et tous les murs sont magnifiques en pierre. Ils sont tous magnifiques, mais ils sont espacés de 1 mètre, etc. Il a planté des à la base, juste après la base. Et quand vous êtes face au mur, vous voyez un mur de 10 mètres de haut, parce que comme ils n'ont pas de recul par rapport aux autres, non, ils sont à 2 mètres et quelques. Ah ouais, mais vous savez, du coup, on a voilà. Et donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de volume. Et quand vous avez des murs rapprochés comme ça, que vous les fassiez alors en après, mettant dans certains machin. paysages de restaurants, quand on était sur des pentes très très raides, c'est des choses qui existaient. Hein. Vous avez Oui, avec des restaurants très peu profondes, d'1 mètre, avec Oui, mais d'un c'était mètre, pas. voilà, Oui, voilà. Mais la règle, là, c'est une règle très ancienne que l'on a vue avec l'architecte des bâtiments de France, même à l'époque de M. Fisson, c'est-à-dire c'est l'espacement qui est de la profondeur. On n'interdit pas de reconstruire ou même de créer des planches, vous achetez un terrain comme ça, on n'interdit pas. C'est le fait de reconstruire avec des calages et avec des rampes d'accès pour les engins, etc. Ça permet de reconstituer le paysage plus ancien. Hein, c'est tout simplement. Celui que l'on voit, on a le plus bel exemple, c'est celui qui a avant la porte rouge sur la droite, c'est exactement ça qu'on veut. Hein, c'est-à-dire ces planches avec les oliviers qui sont décalées. Quand la planche elle fait 1,50 m, elle est décalée de 3 mètres, c'est magnifique. Et si c'est 1,50 m décalé de 50 cm, c'est minable. Parce que vous avez, quand vous êtes face à la colline, vous avez un mur. Non, non, mais d'accord. Je te remercie Jean-Pierre, c'est plus clair, c'était pour conclure. Bon alors, vu le code de l'urbanisme, vu la DG, alors tout ça, je vous les ai regardés, c'est
c'est les contenus du PLU, les contenus des délibérations du Conseil métropolitain. Donc, vu la délibération 83.2, la délibération 24.1, la délibération 23.1 du Conseil métropolitain, la délibération 23.2 du Conseil, la délibération 23.5 du Conseil, l'arrêté préfectoral portant dérogation au principe d'urbanisation limitée prévu à l'article du Code de l'urbanisme, c'est l'ouverture à l'urbanisation, il n'y en a pas chez nous. Nous, on a fait 0 d'ouverture par rapport au PLU. De la conférence intercommunale, vu la délibération numéro 23.1, je vous passe les considérants parce que ça fait 2 ans qu'on fait les balades. Donc si je comprends bien, on vote le PLU d'un côté et les modifications demandées de l'autre, c'est ça? Non, on ne vote pas tout d'un coup. Alors, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir émettre sur le projet de PLUI arrêté par le conseil métropolitain le 21 décembre 2018 les observations portées en annexe de la présente délibération. Approuver l'ensemble des ajustements portés en annexe de la présente délibération et prendre acte de ce qui ne remettent pas en cause l'intérêt général, c'est ce qu'on avait vu, du projet arrêté par le Conseil métropolitain de Nice-Côte d'Azur. Émettre un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme métropolitain. Autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je réponds à votre question. Moi, je préfère qu'on vote séparément. Pardon. Il y a très peu de communes qui ont fait délibérer sur les remarques qu'elles ont co-signées. C'était pas une obligation. C'est pas une obligation. On a voulu les mettre. On a voulu les mettre pour qu'elles soient dès à présent délibérées et qu'on les associe au cahier des doléances des commissaires enquêteurs. Alors moi je vais revenir sur le PLU en général avant qu'on passe au vote. Je prends acte de la restriction des zones urbaines, ce qu'on a demandé depuis très longtemps. Sauf qu'il y a encore des... Non, quand même pas, parce qu'on a perdu 40 c'est ce qu'on hectares. demandait au moment du PLU, où on disait qu'il y avait trop de zones urbaines, enfin voilà, c'était trop étalé, et en effet, si on perd 42 hectares, c'est bien parce qu'à un moment donné, on considérait qu'il fallait réduire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans le PLU avait été fait une carte qui était la spécialisation des terres à vocation agricole, avec les vergers d'un côté et les terres arables de l'autre. Et ce qui est très dommage, c'est dans les restrictions de zonage, alors on va dire au-dessus de la Madone, je ne sais pas comment s'appelle ce secteur, c'est entre la Madone et la Goura, c'est la partie qui suit le ruisseau. On est dans les terres arables de Levins, on est dans des terrains qui ne sont pas construits, qui sont vierges de toute construction. On aurait pu rétrécir l'urbanisation à la limite de l'urbanisation existante, et c'est un des rares secteurs où on ne le fait pas. De toute façon, vous n'êtes pas propriétaire, là, les pauvres gens qui sont là, il y a une restriction qui sera durable, là, madame. C'est des terrains qui ne sont pas construits aujourd'hui. Non, mais... Quand d'un côté, on met en zone naturelle... Je suis tout à fait d'accord. On peut mettre des frontières, arrêter de construire. Aujourd'hui, madame, laissez-moi terminer. Il y a des gens pour qui, un lopin de terre, et notamment qui a permis le développement de la commune, mais qui a aussi permis à bon nombre de gens qui sont autour de cette table aujourd'hui, de payer des études, de voir aujourd'hui qu'est-ce que ça aide, quelle est la partie, quand on perd ça, c'est des gens qui, par exemple, feront face à un positionnement dans un EHPAD ou autre, et qu'aujourd'hui, quand même, le prix du foncier et un terrain constructible pour les gens, c'est une certaine valeur. Alors, on a accepté, mais que le préfet supprime, on a beaucoup négocié, mais supprime autant de parties, je peux vous dire qu'il y a des gens pour qui c'est pas de la spéculation, c'est rien, c'était une valeur qui permettait de... Donc, je vous l'accorde, il faut qu'on réduise, mais on l'avait déjà largement réduit. Donc ça veut il y avait 75 hectares. Non, absolument pas. En fonction des personnes. Non. Comment? Vous expliquez, vous avez choisi en fonction des personnes. Mais pas du tout, chère madame. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens, on n'a pas suivi parce que le préfet a tranché. Mais je peux vous dire que je réponds à votre question, vous êtes très satisfaite qu'on ait réduit la constructibilité. Moi, je dis, je me suis battu. Parce qu'on avait 75 hectares au PLU. Je sais que vous parlez de bétonnage. Tout le monde nous dit que le vin, c'est pas bétonné. Il n'y a que vous qui dites ça. Et donc, je dis quand même qu'on ne fait pas partie des communes bétonnées, loin s'en faut, mais que de nous imposer, de perdre un tel volume, c'est important. Je vous ai posé une question précise. Cet endroit fait partie des dernières terres arabes de la commune.
comme l'était l'Orté, Mais on va mettre comme l'était la Madone. Comme à l'Orté, on va Donc on mettre s'en 10 mètres fout. carrés de bâtiment. Donc on s'en fout. Ne venez Je pas. trouve ça dommage, donc je dis voilà, c'est tout. Ça fait partie, regardez cette carte que vous aviez dans le PLU de 2012, spatialisation des terres agricoles. Moi je vais vous répondre. Les terres arables qui étaient en jaune, il y en a certaines qui sont préservées aujourd'hui, dont l'Orté grâce à un certain combat quand même, qui a duré longtemps pour arriver à faire entendre les choses. On verra quand on aura. Mais cet endroit-là, c'est très dommage parce qu'il y a la Madone, vous avez gardé une grande partie des terrains, ce qui est très bien. Ils sont pas agricoles, c'est pas grave, ils sont naturels, ils sont préservés. Et dans le prolongement, en montant vers le Ferrion, là, il y a encore toute une zone qui est notée dans les terres arables. C'est pas énorme. Dont on est C'est largement quelques hectares. propriétaire. Dont on est largement propriétaire. Pardon? Dont on est Bah largement donc, propriétaire, c'est en grande partie. raison de plus pour les mettre en zone naturelle ou en zone On ne prend pas agricole. en zone naturelle. Ce sont les dernières terres arabes de la Certaines commune. n'ont pas en zone. Voilà, je comprends pas. Parce que je pense, première chose, les zones qui sont passées zones naturelles, ce sont les zones où il y a des PPR, mouvement de terrain, des PPR éboulements, des PPR zone rouge au titre du SPAN, c'est-à-dire des assainissements non collectifs qui ne peuvent pas être réalisés. Donc en fait, ce sont des zones qui étaient urbanisées qui sont, à l'époque du poste, qui sont devenues urbaines puisqu'on a tout passé en zone urbaine et que le préfet a ciblé directement. Et ça représente 40 hectares. Donc ce sont des terres qui, de toute façon, ce sont des terres pour lesquelles les permis sont pratiquement impossibles et qui sont aujourd'hui impossibles. Derrière ça, ce sont des terres pour lesquelles les permis sont pratiquement impossibles. Sont impossibles pour la raison très simple, c'est qu'ils sont en zone de il y a des terrain. Alors en zone rouge, de toute façon, c'est pas possible, ça c'est sûr. Sinon, Mais bon, ça c'est pas le sortira. cas, non. Quand on voit les trucs, il y a pas mal de zones qui étaient en zone bleue, qui ont été réduites, notamment à Sainte-Claire, etc. Mais ailleurs aussi. Alors, à si vous Philibert, etc. les personnes qui considèrent, c'est tout l'avantage de l'enquête publique, c'est-à-dire que les personnes qui considèrent. Non, mais là, je vous parlais des terres arabes, Ah, là, on va pas laissez-moi rentrer finir, dans les détails. laissez-moi finir. Si, je tiens à apporter des précisions sur ce point. 42,3 hectares qui sont passés de zones urbaines à des zones naturelles. Les personnes qui considèrent qu'ils ont été aidées parce que leurs terres elles étaient au bon endroit, avec le bon PPR, avec tous les raccordements à l'égout, etc. Machin, elles peuvent très simplement aller voir le commissaire enquêteur et elles vont faire donc pas un recours, mais elles vont déposer un mémoire auprès du commissaire enquêteur qui aura l'obligation de l'instruire et de répondre. Et puis derrière ça, si le commissaire enquêteur dit tout au long, etc., ils ont la possibilité d'aller au tribunal administratif, déposer un mémoire et s'opposer sur le point précis de leur terrain au PLU au PLU métropolitain, s'il est approuvé par la métropole. Donc vous avez toujours les possibilités. Non, mais là, en l'occurrence, je vous parlais des terres arabes, je vous parlais de rien d'autre. Mais moi, les terres arabes, j'en ai pas eu beaucoup. Ben, je vous dis, cette zone-là, donc moi je vous le mettrai. Ça, c'est un problème. Les terres arabes, il n'y en avait pas beaucoup déjà de Je suppose que vous le mettrez dans l'enquête. Bah oui, de la même manière que vous l'avez mis au PLU. Parfait. Tout ça, simplement dommageable. Parce qu'à côté de ça, on maintient des terres en zone agricole au Ferrion qui n'ont aucun intérêt agronomique. Donc je ne comprends pas quand on a des terres qui ont un intérêt agronomique, en plus c'est pas énorme, il doit y avoir 4 ou 5 Vous le direz à monsieur le préfet, c'est quelque chose. Pourquoi on les maintient pas, on les maintient pas et qu'on les laisse et qu'on les met en zone urbaine. Mais quand vous voyez que monsieur le préfet vous enlève 40 hectares, vous n'allez pas lui dire attendez, il m'en manque. C'est pas lui qui vous les enlève. À un moment donné, on vous demande de réduire. C'est l'État. Non, mais c'est lui qui a. Attendez, géographiquement, c'est le préfet qui a dit je veux là, je veux là, je veux là, je veux là. Ah, mais je vous le dis. Je vous le dis. Vous nous l'avez montré cette lettre? Ah, mais c'est pas une lettre. C'est quoi? C'est dans les réunions que vous avez eu avec lui? On l'a découvert, il nous a dit voilà, c'est comme ça pour. Il a pris les 49 maires et il a dit voilà les trucs de l'État et avec une étude totalement. Ça a été sophistiqué. Au début de cette soirée, c'est ce qu'on vous a dit. Enfin, en l'occurrence, la zone en question, elle est quand même bordée d'une zone rouge, c'est au bord d'un ruisseau, c'est au fond de la zone, franchement. Mais si elle est si bien que ça, je suppose que le commissaire enquêteur prendra compte de une zone rouge, sous les enquêteurs. Il est là pour ça, si vous ne croyez pas au service de l'État, je me demande ce que vous faites chez l'État. Et expliquez-moi l'extension de la zone agricole à Saint-Antoine-de-Siga, sachant qu'on peut faire de toute façon de l'agriculture en zone naturelle. Pourquoi la nécessité d'aller étendre sur les zones boisées?
Je ne sais pas de quoi vous parlez. À Saint-Antoine-de-Siga, la zone C'était le préfet, livrée. pareil. On étend la zone C'est une demande agricole. du préfet ou en zone naturelle. Tout à fait, mais Pardon, j'ai pas entendu. Vas-y. Je t'autorise. C'était la demande du préfet également, ça faisait partie des zones urbaines qui devenaient... Non, c'est une zone naturelle. Elle était déjà naturelle? C'était une zone déjà naturelle. On parle de la grande, vous la connaissez tous, de la grande zone agricole de Saint-Antoine-de-Siga, de la grande zone d'Olivré, qui appartient entre autres au fils de Monsieur le maire. Cette zone-là est bordée sur la partie ouest, donc plus que bordée, après on est en pleine zone naturelle. Il y a une extension de la zone agricole. Oui, mais chère madame, je vais vous dire, j'ai découvert comme vous, sauf que c'était une zone constructible qui appartient à ma fille et non pas à mon fils, et qui se retrouve en agricole. Et ma fille n'est pas agricultrice. Mais non, on parle de la partie gauche. C'est une zone urbaine. La partie gauche et l'autre partie, c'est le intéressant. Le vice-président de la Chambre d'agriculture. Vous avez les deux Non, cas. on n'est pas. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Alors, c'est le sud ou le nord? C'est le sud. Ça, c'est Pour regarder la cigare. Oui, c'est le sud. Elle est là, c'est celle-là, cette grande zone agricole là. Elle était réduite, ouais. Là elle était à peu près comme ça, elle était à peu près comme ça. Et là, ce parti-là. Et là, on l'a grandi. Ça c'est le PLPM. Et ça, c'est le PLPM. Et ça c'est le PLPM. Elle est on a grandi là, en lisière de la forêt, alors qu'on est en forêt là. Et sur la partie basse. On a grandi, donc ça n'a rien à voir, on pense sur les zones naturelles. Alors qu'en fait, c'est une zone d'abord boisée, et tout le reste de la zone agricole, c'est une zone de toute façon d'olivrée, donc il n'y a pas vraiment de nécessité d'agrandir. Voilà, je ne parle pas du tout de la partie droite. Bon, ça a sauté, ça a sauté, c'est-à-dire que les zones NO sont devenues naturelles, et là, toute cette partie-là est devenue agricole, tout ce qu'on va. Pour moi, sans justification, parce qu'on est vraiment sur la forêt. Pas forcément de la forêt. Donc je vais vous poser la question. Parce la que forêt est au milieu des oliviers, au milieu des oliviers et on n'est pas propriétaire. Pardon? La forêt est dans les oliviers et on n'est pas propriétaire. Non, c'était pour situer, parce que vous avez là en place avant. Je savais quand même que voilà, vous connaissiez le lieu pour ça, c'est pour ça que vous situé comme ça. C'est possible qu'il y ait des oliviers à regagner sur la forêt, encore que ça me semble même bien construit. Mais ça veut dire dans ces cas-là qu'on fait des demandes de défrichement. Et, bon, posez la question pour ça. Après, je vais revenir sur l'histoire de la zone NPV à l'Arpas. Alors, à l'Arpas, à l'époque, on avait mis ça en zone agricole pâturage. Nous, on avait dit, franchement, c'est pour faire de l'agricole sur le papier, parce que c'est du pâturage. Et on avait demandé à ce que ce soit un naturel pâturage, ce qui était aussi la demande de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, pof, c'est plus du pâturage, on va faire du photovoltaïque. Bon, évidemment, on l'a déjà exprimé. Je suis absolument contre, sans compter qu'il n'est absolument pas démontré, il est plutôt démontré le contraire, que l'activité de pâturage au vin sous les panneaux photovoltaïques est quasiment impossible. Et de toute façon, on n'est pas sur du pâturage. Donc ça veut dire qu'on prend les zones au hasard, un peu des envies qu'on a. Écoutez-moi, d'abord, ce parc photovoltaïque se fera et se réalisera, bien entendu. Nous sommes aujourd'hui avec l'Université de Montpellier pour démontrer et essayer de donner une vraie qualité pastorale à ce site. On y était encore la semaine dernière, je parle du verre de Mme Guido qui m'accompagnait. Ça c'est très bien, mais il y a rien. Non, vous ne savez pas, vous savez pas de quoi vous parlez. Il y a là-dedans, c'est certainement la partie la plus pauvre des 173 hectares qu'on met à disposition d'un éleveur sur le domaine de l'Arpas. Il s'agit d'une vingtaine d'hectares, donc faites le prorata. À part s'opposer pour s'opposer, voilà. Mais on viendra rencontrer les gens sur ce sujet en dehors de votre présence afin bien sûr, tant qu'à faire, de mettre en place avec la population levançoise, y compris peut-être d'ailleurs avec des systèmes participatifs sur la capitalisation de ce projet. Avec, et nous avons déjà rencontré les éleveurs, nous les rencontrons encore, quelle est leur problématique? Leur problématique, c'est que sur cet espace-là, il y a 7 000 € de PAC.
voilà, que je vous dise, il y a 7 000 € de PAC, et que la seule ambition de l'agriculture, c'est surtout d'essayer de conserver les 7 000 € de PAC, qui ne seront pas perdus, puisque le site sera agréé en pastoralisme, et contrairement à ce qu'on a pu entendre, premièrement, les agriculteurs sont très intéressés pour avoir un parc fermé pour mettre les bêtes la nuit, que la société de chasse aura 2 hectares pour relancer le petit gibier, et qu'on a une biodiversité très étudiée sur le sujet, et qui sera le point fort de ce parc photovoltaïque. Voilà, mais c'est un autre débat. Bien sûr. Moi, j'invite quand même les uns et les autres qui ont un peu on a lu votre littérature, chère madame, et fait rire tous les que spécialistes. j'ai écrit sur les sites On a lu votre littérature, chère madame. Bon, je ne pense pas que vous l'ayez vu parce qu'il est suffisamment argumenté. Mais non, madame. Et, on répondra. J'ai déjà vu C'est un autre débat. De toute façon, je suis en train de vous convaincre, monsieur Véran. Voilà. Qui est contre? Peine perdue. Bah, sur ces principes-là, je peux qu'être contre. Hein. D'accord. Madame Salas? M'abstiens. D'accord, très bien. Monsieur... D'autres Et personnes? Tartaglia vote avec moi contre. D'accord. Oui, c'est noté. Non, mais c'est vrai Merci. qu'il aurait Qui dû avoir un s'abstient? rectifiant. Personne d'autre? Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne soirée. Le conseil est terminé et merci pour le débat.